Georges Saint-Pierre, merci beaucoup d'être là. Un plaisir, merci de me recevoir. Là, toi, t'arrives de hier. Oh, Christy, t'es tellement hot, on te met la chanson thème 2 fois. 2 fois pour toi. T'es trop big pour avoir juste une chanson thème. C'est 2 tunes. 2 fois. Chaque fois que tu vas nous conter une histoire, la chanson thème va remarquer. Là, tu reviens de LA. Los Angeles, ouais. OK. Et puis ça, moi t'as joué dans Captain America. Oui. Ça, c'est-tu le genre d'affaire que tu veux, tu sais, ta carrière à partir de maintenant, que tu t'enlignes plus vers le cinéma? C'est-tu un de tes rêves ou un objectif? Oui, c'est un objectif parce que c'est certain que la vie d'un athlète, c'est limité. Je ne pourrai pas me battre dans une cage toute ma vie. Il y a quelque chose qu'on ne peut jamais gagner contre, et c'est le temps. Il y a plusieurs athlètes qui ont fait l'erreur de défier le temps. Ils sont retirés trop tard. Moi, je ne veux pas faire la même erreur. Puis, je prends le modèle, par exemple, comme plusieurs athlètes comme Le Rock, Batista. C'est des athlètes qui étaient dans la WWE. Puis, ils ont comme changé, ils sont transformés ils sont restés dans le entertaining business, mais ils sont passés de athlète à acteur. Alors, c'est un peu le plan que je me fais pour mon après-carrière d'athlète. Tu prends-tu des cours de théâtre ou de jeu ou de... Oui. J'ai des cours à chaque semaine que je prends avec beaucoup de monde. Je mets beaucoup d'énergie là-dessus. J'ai déjà eu des petits rôles avant que j'avais fait, mais je prenais pas ça au sérieux parce que j'étais concentré sur ma carrière de combattant. Mais j'ai appris que dans le cinéma, tout ce que tu fais, ça reste pour toujours. Alors, si tu fais des choses qui te font paraître mal, mais ça va rester là pour toujours. Donc, c'est important pour moi. À partir de maintenant, tout ce que je vais faire, ça va être vraiment... Je vais bien m'appliquer. Puis je vais y a-tu une des affaires que tu as faites que tu as honte un peu en le regardant maintenant? Il y a des rôles que j'ai faits que j'aurais peut-être pas dû faire parce que je pensais pas à mon après-carrière. Je l'ai fait parce qu'il me payait énormément d'argent pour le temps que ça prenait. Donc, je l'ai fait pour l'argent. Captain America, je suis très heureux de ma performance. J'étais bien entouré, j'étais bien préparé. C'est aussi comment tu es entouré. Donc, ça m'a fait bien paraître. Mon rôle dans Captain America, c'est un petit rôle, mais ça a été très, très bien. Par contre, j'ai fait d'autres petits rôles dans un film. J'ai fait avec Steven Seagal, j'ai fait avec Jean-Claude Van Damme. Je l'ai fait aussi par rapport à mes idoles, idoles de jeunesse. Mais mes qualités d'acteur n'étaient pas vraiment... J'étais pas préparé à ça. Donc, je l'ai fait un peu pour me faire plaisir, mais j'aurais dû mettre plus de temps puis vraiment mieux me préparer pour ça. Puis ça, quand toi, t'as commencé avec le karaté à 6-7 ans? J'ai commencé, j'ai fait du karaté. Mon père a commencé à m'enseigner quand j'avais 7 ans. Mais il travaillait beaucoup trop. Il travaillait comme presque 60 heures semaine. Il partait le matin, il revenait souvent tard le soir. Donc, il était fatigué, puis c'est normal. On a juste 24 heures dans une journée. Puis après, il m'a mis dans une école où il y avait un monsieur que, lui, à l'époque, s'entraînait avec mon père, Jean Couture. Malheureusement, il est mort aujourd'hui, mais ça a été lui mon premier sensei en karaté. J'avais 9 ans quand j'ai changé. Karaté Kyokushinkai à Saint-Constant. Puis ça, à cette époque-là, tu sais, vu que c'est avant le UFC, tu sais, fait que tes idoles, c'était... mettons des Jean-Claude Van Damme. Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Bruce Lee, c'est plus au côté philosophie. Souvent, il y a beaucoup de gens qui pensent que Bruce Lee pourrait compétitionner au UFC. Écoute, c'est Bruce Lee a changé les choses dans les arts martiaux. Il a changé la façon de penser. Il a pris plusieurs éléments de différents styles. Il les a combinés ensemble. Côté philosophie, c'était incroyable, vraiment révolutionnaire ce qu'il a fait. Comme Royce Gracie aussi l'a fait plus récemment au début du UFC. Mais son talent de combattant, il était-tu juste visuellement beau pour les films ou dans des vrais combats? Je pense que c'est certain que si quelqu'un l'aurait probablement attaqué dans la rue, il aurait été capable de se défendre. Non, c'est ça. Mais si tu me demandes
contre un vrai... Contre un combattant d'élite mondiale, je ne crois pas. Okay. Là, il y en a qui vont être fâchés à cause que je dis ça, mais souvent, Hollywood, les films ont tendance à faire augmenter les... Quelqu'un, c'est un acteur, il fait des chorégraphies, c'est un acteur, il va être très, très bon pour la télévision. Mais compétitionner, le faire pour vrai contre des gens qui sont d'élite mondiale, c'est différemment. C'est différent, c'est une autre chose. Là. Ben, tu sais, comme Stallone, tu sais, dans Rocky, tu fais « Wow, c'est un boxeur incroyable. » Mais un combattant ne pourra pas faire ce qu'il fait non plus. Donc, lui, il est très bon à ce qu'il fait, tu sais, pour la télévision. Puis même quand tu fais un combat à la télévision, comme moi, j'ai appris ça, justement, quand j'ai eu des rôles. Quand tu lances un coup de poing à quelqu'un, en combat, tu vas lancer un coup de poing d'une façon très technique. Mais à la télé, tu ne peux pas le faire de la même façon parce que ça paraît mal. Donc, tu dois tout faire plus gros, tu dois amplifier ton mouvement. Mais si tu fais ça dans un vrai combat, c'est comme si tu donnes un signe à ton adversaire que tu t'en vas le frapper avec un coup de poing. Donc, c'est pas une bonne chose à faire. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui sont très différentes quand tu le fais pour la télé, parce que tu le fais pour une audience, ou tu le fais pour un vrai combat. Quand, mettons, tu t'entraînes pour un rôle d'un film, que tu te bats dans le film, tu te filmes-tu pour te pratiquer? Ou, oui, ben on fait beaucoup de pratiques, des rehearsals, qu'on appelle en anglais. C'est comme un kata, c'est de la répétition, puis tu améliores ton timing. Puis aussi, des fois, les gens ils me permettent de donner mon opinion parce que j'ai fait des arts martiaux pendant des années. Donc souvent, je peux changer certaines choses. Je parle aux gars, au lieu de faire ça, est-ce que je pourrais faire ça? Peut-être ça paraît... Y aurait-il une façon de le faire mieux pour la caméra? Puis là, on parle, puis on essaie de changer des choses pour que ça fasse plus mon affaire aussi. Puis le fait que je fais aussi de la gymnastique, donc ça, c'est un gros plus. Parce que souvent, les acteurs qui prennent pour faire des films, ils peuvent pas faire vraiment les scènes d'action. Parce que si jamais ils se blessent, ben, ça retarde toute la production. Donc, une chose que moi qui m'aide beaucoup dans ce milieu-là, c'est que je fais de la gymnastique. Donc, je suis capable de faire des backflips, des cascades que la plupart des acteurs ne peuvent pas faire. Donc, c'est bon, ça sauve beaucoup de temps pour la production. Puis, ils peuvent prendre des close-up. Ils n'ont pas besoin de changer la langue de la caméra. Donc, ça facilite beaucoup les choses. Toi, tu vas-tu refaire un combat ou c'est-tu... J'ai pris ma retraite. OK. Je pense pas. Les chances sont très minces. On dit jamais. C'est pas parce que je pourrais pas. Je pourrais me rebattre. Je l'ai encore, tu sais. Je suis encore hot, puis j'ai pas perdu la flamme, puis j'ai encore le talent, puis tout ça. Je suis encore dans mon prime. Mais c'est le stress et tout ça. J'ai fait ça pendant tellement longtemps, puis ça me tente pas de retourner faire la même chose. Ouais. Ben, moi, j'étais là, c'est ça, tes 2 derniers combats, j'étais là. Puis, c'était tellement motivant de te voir te battre, là. Ça, je n'ai jamais parlé publiquement, mais tu m'as aidé à sortir de ma dépression. Parce que, tu sais, moi, j'étais en dépression, puis je voulais voir ton dernier combat. Puis là, tu sais, j'étais vraiment en remise en question sur ma vie, ma carrière. Puis là, je faisais « je sais pas si j'ai l'énergie d'encore faire ça. » Puis là, je voyais tous les nouveaux qui étaient arrivés après moi. Puis j'avais fait « peut-être que je suis trop vieux. » Puis là, quand je t'ai vu, dominer Bisping, tu sais, à la fin, j'étais comme « Yes, asti, moi aussi, je suis capable. » J'avais l'air d'un imbécile. Je fais un comeback. Puis je l'ai dit à un ami, puis il m'a dit « Dis pas ça à personne, t'as de l'air d'un imbécile. » Mais non. Non, mais je pense que quand tu as confiance en toi et tu fais les choses bien, c'est sûr, comme pour un athlète, on a toute une fenêtre. Moi, j'ai 38 ans maintenant. Je pense pas que j'ai ralenti, mais une chose que je peux te dire, par contre, c'est que ça me prend plus de temps à récupérer. Okay. Quand je fais un entraînement très dur, le lendemain, je vais rester raqué plus longtemps. Ou si je sors avec mes amis prendre un verre, là, mettons, je prends une brosse, là, ça me prend plus de temps à récupérer. Quand j'étais jeune, je m'en foutais. Je pouvais sortir avec mes amis, partir sur la brosse. Le lendemain, je m'entraînais, gros sparring. Je le suais, puis je continuais de même, même si je n'avais pas dormi. Aujourd'hui, c'est plus dur. Je risque plus de me blesser si je fais ça. Par contre, d'un autre côté, c'est que j'ai plus de connaissances, j'ai plus de sagesse. Je suis plus intelligent. Donc, c'est comme si la connaissance
le savoir dans le sport de combat, c'est une arme. C'est comme si tes connaissances augmentent, mais ta physicalité descend. Donc, le but, c'est d'être... Quand tu es au sommet, c'est quand les deux se rejoignent. Donc là, je ne sais pas, je suis peut-être physiquement un petit peu plus en bas, mais côté connaissance, je suis un peu plus haut. Mais bientôt, je vais atteindre le point que je ne pourrai pas revenir en arrière. Puis ça, tu dois juste t'en rendre compte un coup que tu es dans le ring. Hein? C'est malheureux à dire, mais il faut apprendre à l'accepter. Puis c'est extrêmement difficile de l'accepter. Puis des fois, j'essaie de pousser mon corps un petit peu trop fort encore. Comme si j'avais 25 ans, comme si j'avais 30 ans, puis j'ai 38 ans, puis je le vois la différence. Puis c'est dur à accepter, puis je veux pas l'accepter. Puis c'est vraiment difficile. Parce qu'on est habitué, en tant qu'athlète, on a le rush d'adrénaline, on a tellement d'émotions fortes que quand on arrête tout ça, c'est comme si on sent que notre vie est vide. On a plus de... On se sent pas vivant. Mais il y a de quoi de fucked up aussi pour vous autres, c'est que, mettons, quand tu prends ta retraite, tu es encore crissement jeune. Puis pour avoir du succès comme toi, t'as eu, c'est que tu es tellement travaillant que tu peux pas aller du jour au lendemain à, tu sais, bon, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ah, je regarde la TV pendant 14 heures. C'est sûr, c'est comme, même encore aujourd'hui, je m'entraîne au gym, puis souvent, je tourne avec les jeunes qui se préparent pour des combats, puis même eux, ils me le disent, hey, dis-moi la vérité, tu vas te rebattre bientôt, hein, parce que je suis encore en forme. Puis je leur ai dit non. Il dit dis-moi-les, je vais pas le dire à personne. Tu sais, je l'ai encore. Tu sais, j'ai encore le niveau de l'élite mondiale. C'est juste que le monde oublie que c'est pas juste un combat. C'est 2 mois de stress, puis de conneries, puis de blablabla, puis de bullshit. Excusez le mot, mais de la bullshit, puis tout ça, puis du stress. C'est beaucoup de sacrifices, puis ça me tente pas de retourner là-dedans. Si je le referais, il faudrait que ça soit quelque chose de vraiment spécial. Quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. C'est pour ça que je voulais me battre contre Khabib Nurmagomedov. Le gars, il est invaincu. Il a un aura d'invincibilité. Ça peut paraître fou pour quelqu'un qui fait un travail normal, mais pour un combattant, le but d'un combattant, c'est de battre quelqu'un qui est invincible. Quelqu'un qui a un aura d'invincibilité. Puis Khabib, c'était ça qui amenait. Il n'a jamais perdu. Il n'y a jamais personne qui l'a exposé. Puis moi, mon désir, c'était d'être le premier à le faire. C'est pour ça que j'aurais pris ce combat-là. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé. Puis là, ça fait 1 an depuis que ça s'est passé, les négociations. Donc, j'ai pris ma retraite. Et je vis bien avec ça. Il y a plusieurs athlètes, quand ils prennent leur retraite, ils partent à pleurer et tout. Mais moi j'avais le grand sourire. Parce que je me suis pas fait forcer à prendre ma retraite. C'est pas le sport qui m'a kické out. C'est moi qui est parti du sport. Puis l'important en sport de combat, surtout, c'est de te retirer au top. Puis c'est très rare que les gens qui réussissent à le faire. Oui. Puis toi, en plus, tu sais, tout le monde le dit, t'es le meilleur de tous les temps. Fait que si... Il y a beaucoup d'autres gars qui peuvent être... Ça, c'est un argument qui... Il y a beaucoup d'autres athlètes aussi qui ont fait des choses extraordinaires. Mais tu sais, si on dit... Si t'es pas le meilleur de tous les temps, t'es dans un des meilleurs. Même quelqu'un qui taillit va avouer que t'es dans... Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ce que t'as fait ou qui pourraient faire ce que t'as fait. Fait que ça aussi, ça rajoute un stress, tu sais, de... Tu veux pas finir, mal. Tu veux pas mal finir. Puis aussi, d'un autre côté, c'est... Là, t'as pris ta retraite, puis je me dis tout le temps dans ma tête, je suis certain que... Je regarde les combats à la télévision, là, encore. Puis quand je regarde les gars, même les gars qui se battent pour les championnats du monde, je les regarde, puis je me dis dans ma tête, je pourrais le battre, ce gars-là. Là. Je suis certain. Pourquoi que j'y retourne pas? Puis, je vais pas le refaire. D'un autre côté, je me dis, peut-être que c'est moi qui ai rendu, j'ai perdu la raison, puis c'est peut-être que je me ferais planter, puis que j'ai passé mon prime, puis je suis le seul à pas le savoir, tu sais. Fait que, il y a un proverbe qui dit en anglais... Si on traduit en français, c'est la dernière personne à savoir quand un combattant il est fini, c'est le combattant lui-même. Puis c'est vrai. Puis si tu regardes les boxeurs, puis les combattants, parce qu'on est dans un entourage, que l'entourage avec lequel on est, ils vivent avec nos performances. Donc, ils font de l'argent à chaque fois qu'on combat. Puis c'est normal pour eux. Ils ont intérêt qu'on continue à combattre parce qu'ils font beaucoup d'argent, tout ça. Puis on amène beaucoup de monde avec nous. Par contre, il faut apprendre à écouter nos vrais amis. Puis moi, la plupart de mes amis, même ma famille, me disaient « Qu'est-ce que tu as approuvé encore? » Même avant mon combat contre Michael Bisping, ils me disaient « Pourquoi tu veux retourner te battre? Là? Ça sert à quoi? » Mais je l'ai pas fait pour personne, je l'ai fait pour moi.
Donc, si je retournerais me battre, ça serait pour moi. Il faudrait que ça soit quelque chose vraiment de spécial. Ça, c'était pourquoi? Pourquoi que tu t'étais battu contre Bisping? J'ai eu trois critiques majeures dans ma carrière, puis ça a toujours été me chercher. Parce que on essaie de pas regarder la critique, mais des fois, faut pas trop la regarder, mais des fois, il faut la regarder d'une autre façon. Il faut la regarder pour pouvoir s'améliorer, mais il faut pas que ça devienne une maladie. Il y a un juste milieu. Donc moi, j'ai eu 3 critiques majeures. Une des critiques, c'est que j'ai jamais été... Parce que j'avais cleané ma division, trois générations dans ma division. Tu sais, la vieille, la mienne, puis celle d'après. J'ai été champion durant 3 générations de combattants. Donc, j'avais une critique qui me disait pourquoi que je monte pas de catégorie de poids pour aller challenger un champion d'une catégorie de poids plus pesante. Aussi, je me faisais reprocher souvent de ne pas être assez émotif. Parce que je suis quelqu'un que j'embarque pas dans le trash talk. Donc, mais qui n'est pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais il n'y avait pas assez d'émotion dans la promotion des combats. Et aussi, l'autre, c'était que j'étais trop... je prenais pas assez... Je finissais pas mes adversaires, j'étais trop méthodique. Tu sais, je prenais pas assez de risques. Parce que des fois, pour pouvoir aboutir à finir ton adversaire, il faut que tu te compromettes, il faut que tu prennes un risque. Donc, je me suis dit, je vais faire un retour, puis je vais adresser ces 3 choses-là. Okay. Je vais me battre contre un champion d'une catégorie de poids plus pesante que la mienne. Michael Bisping, qui était le champion quand j'ai fait mon retour, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de trash talk. Il parlait beaucoup. C'est quelqu'un qui a de la gueule, qui est charismatique. Donc, je me suis dit... Du coup, en faisant ça, il va y avoir de l'émotion qui va être dans la promotion du combat. Il va y avoir beaucoup d'émotions, ça va faire parler, ça va être très émotionnel, ça va être quelque chose qui va aller chercher les gens. Et l'autre chose aussi, c'est que j'ai changé mon type d'entraînement. Je me suis plus entraîné pour être un finisher. Okay. Je savais que je ne voulais pas aller pour 5 rounds. J'allais là, ça passe ou ça casse. Puis j'ai changé ma façon de m'entraîner. J'étais allé plus pour finaliser mon adversaire. Donc, ça a bien fonctionné. Ouais. Puis ça devait être dur pour lui, par exemple, aussi, en plus, vu qu'il s'est entraîné pour battre un différent combattant. Tu sais. Vu que toi, tu changes ta stratégie, lui, ça le fuck dans la sienne. J'ai changé. Oui, c'est sûr. C'est comme un jeu d'échecs. On ne sait pas ce qu'il va faire. Puis il y a des ajustements dans le combat. Comme quand je me suis battu avec Michael Bisping, je m'attendais, à cause qu'il est beaucoup plus pesant que moi et plus gros que moi, je m'attendais qu'il était pour foncer sur moi pour vraiment en finir rapidement d'un coup. Donc moi, mon jeu, au début, c'était un peu de jouer comme au chat à la souris. Puis le principe de ça, si tu étudies l'art de la guerre, c'est la même chose que quand un petit armée se bat contre une grosse armée. Une armée qui est moins forte qu'une grosse armée, comment elle peut faire pour gagner? Ben, j'ai pris exemple sur le Vietnam contre les États-Unis. Le Vietnam n'avait pas la puissance de feu des Américains. Il n'y avait pas les ressources des Américains. Mais comment ils ont fait pour réussir à les battre? Ils se cachaient dans des trous, ils sortaient. Bang, bang! Ils se recachaient dans le trou, ils allaient d'une autre place, ils sortaient. Bang, bang! Ils se cachaient dans un trou. Ils ne sont pas battus contre les Américains comme ça, ouverts, d'homme à homme. Ils sont déplacés, ils sont cachés. Ils ont joué un peu à la cachette, au chat, à la souris. C'est un peu ma stratégie que j'avais contre Michael Bisping parce que je savais qu'il était pour venir fort à moi. Donc, je voulais pas y faire face, aller force pour force, parce qu'il m'aurait battu comme ça. Donc, j'étais obligé de me servir de mon intelligence, d'être plus technique. Donc, je le frappais, j'utilisais beaucoup de mouvements, beaucoup de changements d'élévation, des takedowns, beaucoup de variétés. Et ce que ça faisait, c'est que je gagnais le premier round, ça l'a frustré. Mais au deuxième round, lui, il s'est ajusté. Là, au lieu d'être on appelle ça le hunter, de me chasser, de venir vers moi, il a été le runner. Donc, il a arrêté de foncer vers moi pour venir à moi, pour me frapper. Il a commencé à se sauver un peu. C'est pour ça, le deuxième round, ça m'a un peu surpris. Puis il y a eu le meilleur sur moi au deuxième round. Il m'a même frappé avec une droite que les gens ne savent pas, mais j'ai peut-être eu une commotion durant le combat. OK. Ah ouais, j'ai eu une légère perte de mémoire. Ça m'a ébranlé. Au troisième round, là, je me suis ajusté à son ajustement. Puis là, Freddie Roach, il me disait, quand tu es à l'intérieur, que tu rentres pour tes combinaisons, reviens avec ton crochet de gauche. Puis des fois, dans le combat, tu fais des choses
faut pas que tu penses à ce que toi tu veux faire, il faut que tu penses à ce qu'on te dit de faire. Faut que tu fasses confiance à tes entraîneurs parce qu'eux, ils ont une vision externe de ce qui se passe. Ouais. Donc, je me rappelle, je suis rentré dans un échange, j'ai passé dans le vide, il a passé dans le vide, puis je suis revenu avec un crochet de gauche par-dessus. Bang! Je l'ai pris direct sur la mâchoire, puis il a tombé au sol. Quand il est tombé au sol, je savais que Michael Bisping, une de ses façons préférées de sortir du trouble quand il est en dessous, dans un combat, il est très bon pour se relever debout. Mais quand il se relève, il donne son dos. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle un leg drag. J'ai fait un piège. J'ai laissé la chance de se relever, mais en se relevant, il m'a donné son dos. Puis en me donnant son dos, j'ai pris une prise qu'on appelle le mataléon, qui est un étranglement. Puis c'est là que je l'ai endormi, comme ça. Donc, c'est des choses que j'ai beaucoup pratiquées à l'entraînement. Puis inconsciemment, dans le combat, ça se passe tellement vite, ben tu fais. C'est comme un déjà-vu. Tu fais juste refaire ce que tu as fait des centaines de fois à l'entraînement. Puis comment tu fais, mettons, que s'il faut que tu écoutes ce que ton entraîneur t'a dit, mais ton instinct t'a dit quelque chose d'autre, ça vient-tu, avec le temps, ça vient plus facile, plus te dire, OK, je vais faire ça, même si mon feeling est de faire ça? C'est sûr. Non, mais des fois, on n'est pas toujours en accord. Des fois, même les coachs sont pas en accord avec eux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne équipe, que quand tu t'en vas te battre, tout le monde est en accord. Tout le monde a un plan de match. Tout le monde sait d'une façon générale où est-ce qu'on s'en va. Puis si ça marche pas, ben on a un plan B. Puis si ça marche pas, on a un plan C. Okay. C'est ça qui est arrivé dans le combat. Puis c'est arrivé, j'ai plusieurs autres exemples que je peux te donner. Quand je me suis battu contre BJ Penn, le premier combat que j'ai eu contre BJ Penn, j'ai essayé de le battre de vitesse. Parce que normalement, je suis très athlétique, je suis plus rapide que mes adversaires. Mais contre BJ Penn, le premier round, quand le combat a commencé, j'ai mangé une volée le premier round parce que ma stratégie n'était pas bonne. Okay. On s'est trompé, on a mal analysé notre affaire. J'ai essayé de le battre de vitesse, puis il était plus rapide que moi. BJ Penn, on avait un scientifique qui travaillait avec nous, qui mesurait les frames, le reaction time des combattants. Puis BJ Penn, c'est le combattant de l'UFC qui a eu le meilleur temps de réaction de l'histoire. Okay. Donc, quand j'étais contre BJ Penn, j'essayais d'aller en premier et de le frapper, mais à chaque fois, il me voyait venir puis je passais dans le beurre. Ça marchait pas. Je le manquais. Donc, j'ai été obligé, dans le milieu du combat, de changer ma stratégie, de ne plus essayer d'aller en premier, de le prendre au corps à corps, de le battre avec la lutte. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça que j'ai gagné le combat. Puis la deuxième fois que je me suis battu contre BJ Penn, là, ça a été encore plus facile parce que là, j'avais l'expérience et puis on l'a étudié davantage. Et le gars qui travaille avec moi, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il mesure les frames. Quand il mesure les temps de réaction, c'est qu'il mesure le temps que toi, quand tu lances ton coup de poing, puis il coupe l'image en frame, comme clic, 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 comme des photos. Puis en étudiant les frames, il peut savoir qui a le meilleur temps de réaction qu'un autre. Fait que BJ Penn, je savais qu'il avait le meilleur temps de réaction, beaucoup meilleur temps de réaction que moi, puis de tous les combattants à l'UFC. Par contre, il y a ce qu'on appelle le reset time. Tu as le temps de réaction, puis tu as le reset time. Le reset time, c'est un peu comme l'endurance au niveau neurologique. C'est que si tu mets ta main sur la table, puis je te dis, quand je vais venir te frapper, enlève ta main. OK? Vas-y, on va le faire. OK. C'est ça. Ah. C'est ça. Là, tu vois, si ton temps de réaction est plus vite que moi, tu as vu, je ne suis pas capable de te toucher. Par contre, là, regarde, si ton reset time est faible, fais-le encore, OK, maintenant? Okay. Tu veux? Là, je te feinte. Là, si je te feinte puis tu réagis, tu vas devenir fatigué parce que ton cerveau, c'est comme un muscle. BJ Penn, son temps de réaction est très, très bon. Son reset time, il n'est pas aussi bon. OK. Fait que si tu fais semblant de le frapper... Si je le feinte, il réagit, mais il se fatigue. Fait en se fatiguant, son endurance, son niveau cérébral, son temps de réaction, il baisse. Fait que c'est comme ça que j'ai fait pour le battre. Je voulais plus aller premier sur lui. Je voulais le feinter pour qu'il réagisse, qu'il se fatigue au niveau de son temps de réaction, puis après ça, je l'ai battu. C'est pour ça que mon deuxième combat contre BJ Penn a semblé beaucoup plus facile pour moi que le premier. Je me suis ajusté. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses aussi comme... On a un peu des armes secrètes. Hein? C'est comme la guerre, t'as des armes secrètes, comme la bombe atomique. Les Américains ne voulaient pas le montrer. Mais c'est un peu sa même affaire. Lors de la guerre, le combat, tous les athlètes ont des armes secrètes. Nous, on avait un gars qui checkait les temps de réaction. Donc, on savait ça. On savait comment on pouvait battre certaines personnes. Ça, y a-tu, dans la plupart des équipes, y a-tu un gars qui fait ça? Ils ont tous des trucs semblables. Il y en a même qui ont des scientifiques avec eux autres. Ils prennent des performance enhancing drugs. Chaque équipe, tout le monde a leur petit truc, tu sais.
T'as des trucs que c'est triché, il y en a d'autres que c'est pas triché, mais tu sais, moi, je trouve pas que c'est triché, c'est des connaissances. Mais c'est sûr que si tu t'injectes des produits dans le corps, ça, c'est triché. Je suis pas d'accord avec ça. Mais ça, c'est des trucs, c'est des connaissances. Souvent, on pense on se demande tout le temps, est-ce que les athlètes d'aujourd'hui sont meilleurs que les athlètes d'avant? Je pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense qu'on a la technologie qui fait en sorte qu'on a des meilleurs résultats. Parce qu'en sport de combat, on ne peut pas mesurer. Mais par contre, si tu prends un 100 mètres ou un Olympic lifting, on a un résultat. Donc, on peut savoir le résultat. On sait qu'aujourd'hui, les gars lèvent beaucoup plus pesant qu'avant. Le 100 mètres, Usain Bolt, côté 100 mètres, il est meilleur. Son temps, c'est le record du monde. Ça n'a jamais été fait auparavant. Mais par contre, ils ont fait l'expérience. Puis j'ai regardé ça quand j'étais dans l'avion. Ils ont pris André Degrasse contre Jesse Owen. Mais ils ont donné le même équipement à André Degrasse que Jesse Owen avait. Il n'y avait pas de bloc de départ. Il y avait les souliers pareils. Il coursait sur une surface différente. Et quand ils ont fait la course, Jesse Owen ils ont comparé les deux. Jesse Owen a gagné quasiment, je pense que c'est 40 centièmes de seconde. C'est sûr qu'André Degrasse n'était pas dans son pic. Puis quand Jesse Owen a fait ce temps-là, je pense que c'était aux Jeux olympiques de Berlin. Donc, c'était le record du monde de l'époque. Mais c'est juste pour dire que je pense pas que les athlètes sont meilleurs. Je pense que c'est la technologie qui devient meilleure et qui aide la performance. Ça fait une énorme différence. Puis aussi, je pense, tu sais, il y a beaucoup de mental aussi là-dedans. Tu sais, comme dans le 100 mètres, moi, quand j'étais petit, je me rappelle le premier qui a couru en bas de 10 secondes. On faisait, voyons, ça se peut pas courir en bas de 10 secondes. Mais un coup qu'il y en a eu un, après, tout le monde court en bas de 10 secondes. Puis c'est comme le 1000, sais-tu, le 1000, c'est 4 minutes. Ouais, une affaire comme ça. Avant, ils pensaient que c'était impossible. Puis un coup qu'une personne le fait, on dirait, le monde réalise, ah ouais, c'est faisable. C'est intéressant. Je pense que là, le record du monde en 100 mètres, c'est 57 ou 53. En tout cas, bientôt, on va peut-être le courir en bas de 10 secondes et demie. Tu sais, le 100 mètres, c'est même... Ben Johnson, il avait couru 9,8. Ah non, pardon, je veux dire 9 secondes et demie. 9 secondes et demie, mais c'est quand même exceptionnel. C'est sûr qu'on va toujours descendre le temps, mais à un moment donné, on va être obligé de compter les millièmes de seconde. Parce que ça va devenir... On va baisser, mais c'est impossible de courir le 100 mètres en une seconde. À un moment donné... Il y a des limites. Là. Toi, mettons, quand t'es pas... Tu sais, comme là, tu t'entraînes comme si... tu es encore un combattant. Y a-tu, quand tu t'entraînes pas, c'est quoi tes journées? C'est quoi que tu aimes faire? Je m'entraîne presque chaque jour. Par contre, il y a plusieurs choses comme quand j'étais à New York, je suis allé au musée d'histoire naturelle, je suis allé voir les dinosaures, les mammifères qui sont éteints. J'aime beaucoup la paléontologie. C'est une de mes passions. Quand j'avais une pause d'entraînement, après mon combat contre Johnny Hendricks, j'ai voyagé le monde. Je suis allé sur des sites archéologiques de paléontologie. Ouais. Je suis allé voir ça, aider les gens à déterrer les ossements, les fossiles, tout ça. Je suis allé voir des sites qui avaient des œufs de dinosaures fossilisés. C'était exceptionnel. C'est dans quel pays que je suis allé aux États-Unis, au Dakota. Je suis allé aussi dans le sud des États-Unis, puis aussi un autre endroit en Argentine, Patagonia. Patagonia, c'est un endroit au monde où il y a environ 100 millions d'années, les plus gros animaux qui ont vécu sur la planète Terre. On appelle ça les titanosaures, c'est les dinosaures avec les longs coups, des sauropodes. Puis eux, ils ont vécu en Argentine, en Amérique du Sud, il y a environ 90 à 110 millions d'années. C'était des bêtes énormes. Puis de voir ça, tu vois les ossements, puis tout, tu vois les traces de pas, puis tout ça, les os, les œufs, puis tout ça, c'est absolument incroyable. Tu dis que ça l'a vécu, là. C'est malade. OK. Ah, ça... Puis... On a même pris, quand j'étais au Dakota, on est allé voir des fossiles, des os fossilisés de tyrannosaures. Puis après ça, je suis allé dans les Everglades en Floride. Puis on a pris un alligator. On l'a sorti du marécage.
puis on l'a pris pour tester sa force de morsure. On avait un instrument pour mesurer sa force. OK. Ça nous a donné une idée comparativement avec un tyrannosaure, puis tout ça, pour avoir des data. C'était vraiment, vraiment intéressant. Le tyrannosaure, c'était probablement l'animal de l'histoire de tous les animaux terrestres qui avait la morsure la plus puissante. Ah ouais, OK. Il y avait aussi le sens de l'odorat le plus développé. Ça veut dire qu'il pouvait même chasser sans même voir. Même s'il était aveugle, il pouvait marcher dans une pièce. Ah, ça, c'est Mike Ward. Ah, Mike Ward, il est ici. Même s'il est caché en dessous de la table, je vais aller le chercher à cause de son odorat. Okay. L'odorat est extrêmement développé. Donc, c'est... Ça, Ticu, t'étais-tu obsédé par les dinosaures? Ouais, okay. J'ai toujours été passionné. J'étais passionné par les monstres. Je dessinais toujours des monstres. Puis qu'est-ce qui ressemble le plus à un monstre? Ben, c'est un dinosaure. Ouais. Donc, j'ai toujours lu là-dessus. Puis souvent, je fais des cours par correspondance aussi. OK. Je suis un grand fan. À chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, j'ai une application que... Je suis avec un des paléontologistes en Alberta. J'ai l'information qui est directement dans mon email. Donc, je peux savoir les dernières découvertes dans le monde de la paléontologie, qu'est-ce qui est arrivé et tout ça. Ouais, okay. C'est fascinant pour moi. Mais quand à l'époque que tu te battais, tu avais quasiment pas le temps pour ça. J'ai toujours été passionné là-dessus. J'ai toujours lu là-dessus. Moi, je suis pas quelqu'un qui lit. Je lis pas des romans, des trucs comme ça. Quand je vais lire des papiers scientifiques comme sur la paléontologie, les dernières découvertes, ces trucs-là, ça, c'est ce qui me passionne le plus. OK. Ouais. Des trucs aussi sur l'anthropologie, tout ce qui est arrivé dans le passé, c'est vraiment, pour moi, c'est fascinant. C'est-tu quelque chose, tu penses que tu aurais fait comme carrière si tu n'avais pas le talent et le... C'est intéressant parce que l'affaire, pour être un bon paléontologue, il faut que tu ailles sur le terrain puis il faut que tu sois très patient. C'est pas des qualités que je possède. Okay. J'aime avoir les connaissances, mais le temps d'aller les chercher puis d'être sur le terrain puis avec une brosse, là, c'est pas trop mon fort. OK. Peut-être j'aurais pu travailler dans ce domaine-là, mais sans être sur le terrain. Ouais. OK. Il y a un musée à Montréal, c'est le Red Pat Museum. Le professeur Larson, il est là. C'est quelqu'un... C'est-tu dans le coin de McGill, ça? Oui, okay. McGill, okay. Red Pat okay. Museum. Okay. Je suis allé là quelques fois. Puis, il y a le professeur Larson, il est là. Le monde doit pogner de quoi, tu sais, quand ils voient. Ils trouvent ça bizarre un peu. C'est des scientifiques, ils font comment ça que GSP connaît ça? Non, mais il y a comme à Los Angeles, je reviens de Los Angeles, j'étais au musée, il y a un musée où c'est un Tar Pit Museum, tu sais, okay. C'est comme un sable mouvant, puis ça fait des milliers d'années que ça existe. Puis on s'aperçoit que, tu sais, il y a eu plusieurs ères dans l'existence depuis que la Terre existe, puis tu as eu le Miocène, le Pléistocène, puis à chaque millier d'années, tu as différentes espèces d'animaux qui sont ramassés dans ce sable mouvement-là. Parce que même si tu tombes dedans, tu peux pas... Si tu essaies de tirer ta jambe, c'est tellement fort que ça te fait renfoncer encore plus. Fait qu'il y a un humain qui s'est fait prendre dedans, qui est mort. Mais il y en a juste un. Mais il y a tellement d'espèces comme des mammouths, des Colombian mammouths, des saber-tooth cats, des tigres à dents de sabre, tous les animaux, des giant sloths. Des animaux préhistoriques qui ont été pris là-dedans. Parce que souvent, tu as un animal qui est pris là-dedans, donc ça l'attire le prédateur. Donc, tu as toute la chaîne alimentaire au complet qui se ramasse là-dedans. C'est exceptionnel. Tu sais, c'est une trappe à mort, mais ça nous permet de connaître tous les animaux qui vivaient à l'époque, dans le passé. Tu sais, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, je suis allé voir ça. C'est vraiment cool parce qu'à chaque année, ils ont différents trucs. Donc, c'est le fun. Je m'update à chaque fois. Ça, on dirait, moi, quand j'étais petit, tu sais, dans l'île de Gilligan, puis tout ça, puis dans les films, il y a eu une mode dans les années 80 qui avait souvent du sable mouvant. Oui, c'est vrai. Dans Mario Bros, puis tu joues aux jeux vidéo. Télé, c'est vrai. À télé, que moi, quand j'étais petit, j'étais comme, si jamais je sors du Québec, il va falloir que je fasse attention. Je pensais que ça allait devenir un vrai Mais ça existe pour vrai. Si tu piles dedans, c'est parce que je pense que la façon que ça se passe, c'est que les animaux, ils pensent que c'est de l'eau ou quelque chose. Il y a de l'eau qui se ramasse en surface. Fait que tu vas là pour boire, puis ils se ramassent, sont poignés là-dedans. Puis plus que tu bouges,
plus si tu essaies de sortir, sortir... Oui, parce que la succion te fait renfoncer, puis à un moment donné, tu renfonces, puis ça attire d'autres animaux qui voient que t'es pas bien, fait qu'ils veulent te manger. Toute la chaîne alimentaire est là-dedans. Fait que c'est vraiment... C'est une trappe à mort, tu sais. C'est terrible, mais c'est... Au point de vue scientifique, c'est exceptionnel, les connaissances qu'ils peuvent acquérir à cause de ça. C'est incroyable. Puis à Los Angeles, t'en as une. T'en as d'autres en Sibérie aussi, mais t'en as pas beaucoup à travers le monde. Mais celle qui est à Los Angeles, là, t'es en plein milieu de la ville de Los Angeles. OK. C'est une des plus populaires au monde. Fait qu'ils ont juste... Mais ce qu'ils font après, c'est qu'ils retirent tous les ossements, les animaux, parce que c'est très bien conservé. Ouais. C'est une des meilleures choses pour conserver un animal. Quand tu tombes là-dedans, c'est parfait. T'es pas à l'air libre. Ouais. Donc, ils retirent ça, puis c'est bien conservé. Donc, tu as toutes les caractéristiques de l'animal qui sont dedans. C'est vraiment super. Chris, je suis au courant de rien. Je vais t'annoncer que moi non plus. Chris, Mais ça, tu sais, tantôt, tu parlais qu'il y avait une des critiques que tu avais, que tu n'étais pas un gros trash talker. Ouais. Puis ça, moi, je trouve que c'est quasiment une qualité que tu as eue. Parce que, tu sais, je pense ce que tu as fait vraiment du bien pour le UFC puis les sports de combat en général, c'est le fait que quand tu parles, on voit que tu as vraiment beaucoup de classe, puis tu parles bien, puis tu es intelligent, puis tu as des beaux propos. Ce qui était parfait pour quand tu sais, vu que le UFC, c'était... Tu sais, avant toi, c'était comme, tu sais, Ultimate Fighting, tu sais, c'était combat extrême. Fait qu'on avait l'image qu'un combattant, ça allait être une brute. Un bully. Ouais, c'est ça. Un gars qui fait de l'intimidation. Mais chaque personne a un style différent. Moi, je suis pas très bon pour essayer de trash-talker quelqu'un. C'est pas quelque chose que je suis bon naturellement. Puis je parle pas non plus, je parle pas bien anglais. Okay. Mais à l'époque, je parlais encore moins bien. Donc, si j'allais me rentrer dans une guerre de mots avec quelqu'un que l'anglais, c'est sa langue première, c'est sûr que j'allais pas gagner. Puis aussi, je suis pas doué à ça. C'est pas ta nature. C'est pas ma nature. J'ai pas les mots qui me viennent à l'esprit. Okay. Donc, je laissais parler mes points. Puis je pense que les gens... Je vendais beaucoup de pay-per-view et de télé à la carte parce que je restais authentique à moi-même. Je pense que si tu restes authentique à toi-même, les gens peuvent se reconnaître à travers toi. Parce que tu joues pas une game, tu es authentique. Là, maintenant, on est rendu dans l'ère Conor McGregor. Lui, Conor McGregor, il est authentique, il est bon pour faire du trash talk. Il est naturel, mais il est bon, il est charismatique, puis ça marche pour lui. Mais là, tout le monde voit ça, tout le monde veut le vendre des télés à la carte, fait que tout le monde essaie de faire comme lui. Mais ça marche pas parce qu'ils sont pas authentiques eux-mêmes. Ouais. Reste toi-même, reste authentique, puis les gens vont t'aimer, tu sais, c'est comme ça, tu sais. Il y en a qui ont des personnalités peut-être plus attachantes que d'autres, mais si tu essaies de jouer une game, ça va pas fonctionner. Tu sais, tes premiers combats, avant de savoir que tu n'étais pas bon dans le trash talk, tu l'avais-tu essayé, tu sais, mettons, tu sais, quand tu étais le jeune GSP? Ben moi, quand j'étais jeune, j'étais victime d'intimidation. Ouais. Fait que j'étais de l'autre côté. Moi, j'étais celui qui se faisait trash-talker. J'étais pas celui qui trash-talkait. Okay. J'ai jamais été bon pour ça. C'est pas parce que j'ai des idées noires qui me passent pas par la tête des fois. Là. J'ai un côté sombre dans ma tête aussi. Des fois, des choses que je peux pas dire en public. Mais, tu sais, je veux dire, si je rentre dans une guerre de mots, là, je suis vraiment pas bon. Puis j'ai des amis qui, au contraire, eux, ils sont très, très forts. Fait qu'ils me disent tout le temps, ils me disent « Hey, tu devrais aller à la conférence de presse avec moi, puis je vais te feeder les informations, qu'est-ce que tu pourrais dire. » Ben, ils sont vraiment bons, mais moi, je suis nul, complètement nul avec ça. Ça, c'est... Tu sais, ça serait comme un Cyrano de Bergerac, ouais. mais de combat. Mais... Tu devrais m'aider. Toi, t'es humoriste. Vous autres, vous êtes vite à trouver des... faire rire. Moi, je suis bon dans le trash. Parce que moi, c'est drôle. Tu sais, moi... tu sais, quand j'étais petit, je me faisais intimider. Puis j'ai découvert que j'étais vite avec les mots pour insulter le monde grâce à ça. Tu pourrais m'en donner un peu. Mais toi quand tu te faisais intimider petit cul, puis c'est là que ton père t'a appris le karaté au début ou t'en faisais déjà un peu avant? J'en faisais déjà un peu, mais c'est les arts martiaux qui m'ont aidé à m'en sortir. Parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui manquait beaucoup de confiance en moi-même. Quand je me regardais dans le miroir,
je m'aimais pas vraiment, tu sais. Je me voyais comme quelqu'un qui avait beaucoup de lacunes. C'est quoi que t'aimais pas? C'est quoi que tu trouvais qui te Ben, manquait? je me trouvais que, à cause je me faisais battre, je trouvais que j'étais pas fort. Puis moi, quand j'étais jeune, je me lichais les lèvres. Fait que quand c'était l'hiver, là, je venais avec les lèvres toutes gercées avec un spot rouge tout autour de la bouche. Puis mon nom, c'est Georges. Le monde, il m'appelait pas Georges. Je disais « Hey, Gorge! Gorge! » Fait que tout le monde me niaisait. Puis à l'école où j'allais, il y avait on appelait ça des TGA, troubles graves d'apprentissage. C'était des jeunes qui redoublaient leur année plusieurs fois. Fait qu'eux, ce qu'ils faisaient, ils se ramassaient dans un programme spécial puis ils les envoyaient à notre école. OK. Puis c'est pas que l'environnement où j'ai grandi, c'était pas un mauvais environnement, c'était en campagne, tu sais. C'était pas un quartier dur, loin de là, mais il y avait beaucoup de jeunes qui étaient à notre école, qui faisaient partie de ce programme spécial-là, puis eux, ils intimidaient les jeunes qui étaient... Quand t'es jeune, puis t'as 3 ans de différence avec un autre, ça fait une grosse différence. C'est pas comme quand t'as 25, puis l'autre a 28 ans, ou 30, 33. Quand t'as comme 9 puis l'autre, il y a 12 ans, là, ça a une méchante différence, parce que le jeune, il est rendu un ado, toi, t'es encore un kid. Puis moi, j'étais quand même bon dans les sports. J'ai tout le temps été un bon sportif. Puis la plupart de mes amis, c'était des intellectuels. Fait que j'étais pas populaire. Mes amis à qui je me tenais, c'était pas du monde populaire non plus. C'était pas du monde cool, tu sais, que les filles nous regardaient pas. Puis on était entre nous autres. On était un peu des intellectuels. Moi, j'étais bon dans les sports, puis souvent, ça rendait les plus vieux jaloux, tu sais. Fait qu'ils m'insultaient, tout ça. Puis même souvent, à un point que j'étais dans la classe, puis au lieu de me concentrer à ce que le professeur est en train d'expliquer sur le tableau, j'essayais de trouver... Je pensais à comment que j'étais pour faire pour sortir de l'école, prendre mes livres dans mon casier puis me rendre à l'autobus sans me faire casser la gueule. Fait que j'étais pas concentré, ma tête était pas à la bonne place. Puis je me suis fait battre souvent comme ça à l'école. Malheureusement, c'est une réalité qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont vécu. Par plusieurs de cette gang-là ou tout le temps le même? Souvent. Il y a beaucoup de monde. Puis moi, j'étais quelqu'un de très fier. Fait que quand tu m'insultais et tout ça, ben, des fois, je disais rien, mais des fois, ça explosait puis je te répondais, tu sais. Okay. Peut-être que des fois, je devrais pas répondre. J'aurais pas dû répondre, mais tu sais, c'était plus fort que moi. Ça allait me chercher. Je me sentais humilié puis je répondais. Puis, je me souviens une fois... j'étais avec un de mes amis, puis on prenait c'était l'hiver, il faisait très froid, on prenait nos manteaux, nos livres, puis on marchait pour aller à l'autobus, j'étais avec lui, puis on passe à côté d'un mur, puis il y avait 3 gars qui étaient là, puis là, en passant à côté d'eux autres, on entend Ah, man. Là, je continue de marcher avec mon ami, puis on sait les deux qu'est-ce qui vient d'arriver, ils viennent nous cracher dessus, là, t'sais. On le sait. Mais là, tu sais, quand je te dis, moi, j'étais un gars qui est fier, puis ça allait me chercher, puis j'étais écœuré de me faire intimider. Puis là, je dis à mon ami, écoute, regarde, ils m'ont-tu craché dans le dos? Et il me dit, non, ils m'ont pas craché dans le dos. Parce qu'il savait comment moi j'étais, j'étais un peu une tête forte. J'étais pas un conformiste. Puis là, je la regarde, non, ils m'ont pas craché, mais toi, ils t'ont craché dessus. Là, j'enlève mon manteau en plein hiver. Fuck, ils m'ont craché dessus. Là, je dis, écoute bien, là, j'étais écœuré. On retourne les deux, on fait semblant qu'on a oublié nos livres. Là, je dis, tu vas frapper le plus petit, moi, je frappe l'autre à côté, puis celui du milieu, on le pogne à 2. Non, t'es un malade, oublie ça, je fais pas ça, je m'en vais chez nous. Là, il est allé dans l'autobus. Fait que moi, je me retrouve tout seul. J'ai dit, tu sais quoi, de la merde. Je vais tout seul. Là, je prends mon. Je prends mon sac à dos, j'enroule mon sac à dos autour de ma main, tu sais, me servir de ça comme une matraque, tu sais, pour frapper plus fort, tu sais, avec des livres dedans. Là, je fais semblant comme. Je regarde pas, je m'approche des gars, je fais semblant que j'ai comme oublié quelque chose dans mon casier, tu sais, que je suis en retard. Fait que le premier qui est là, ils ont comme vu qu'il y avait de quoi dans mes yeux qui était bizarre. Fait que quand je suis venu pour le swinger, je l'ai manqué, tu sais. J'ai passé comme... Je l'ai mal pogné, comme pogné sur l'épaule, mais ils ont comme resté surpris. Après ça, j'ai commencé à frapper dans les 3. Mais ils étaient plus forts que moi. Fait qu'ils m'ont mis au sol, ils m'ont frappé. Puis là, j'ai mangé une autre volée. Mais le fait que je réponde et que je me tienne debout, ces 3 gars-là, ils m'ont plus jamais écœuré après. Parce qu'ils se sont dit, ce gars-là, c'est un fou. C'est pas une proie facile. Puis quand j'ai commencé à faire du karaté, j'aimerais ça te dire que la façon que j'ai combattu l'intimidation, c'est qu'à cause du karaté, j'ai pu me défendre, puis pif, paf, j'ai cassé la gueule à tout le monde. Mais c'est pas de même que ça s'est passé. Moi, quand j'étais jeune, comme je te dis, je manquais de confiance en moi. Je regardais par terre quand je marchais. Quand je serrais la main à quelqu'un, je regardais même pas dans les yeux, j'étais comme ça, tu sais. Je parlais à quelqu'un, puis je manquais de confiance, je regardais pas dans les yeux, je parlais un peu... Tu voyais que je manquais de confiance.
Les arts martiaux, qu'est-ce que ça a fait? Ça m'a appris à me tenir droit. Parce que quand j'ai commencé à faire du karaté, la personne au monde que j'avais le plus peur au monde, c'était mon sensei puis mon père. C'était les deux personnes que j'avais le plus peur. Fait que quand il me disait « Tiens-toi droit », je me tenais droit parce que j'avais peur, tu sais. Fait que ça l'a appris à me tenir droit. Quand je suis la main à quelqu'un, je le regarde dans les yeux, puis une poignée ferme. Puis quand je parle à quelqu'un, je parle avec autorité. Puis c'est comme ça, tu sais. Mais je me tiens droit, je regarde devant moi. Puis juste le fait que je change ces petites choses-là, que j'ai appris avec les arts martiaux, ça a changé ma façon d'agir avec le monde. Et je pense que ceux qui font de l'intimidation, c'est comme les prédateurs dans la nature. Un prédateur va toujours s'en prendre à l'animal qui est le plus faible. Ouais, le plus faible ou celui qui est blessé. Un lion, quand il chasse des zèbres, il ne va pas aller pour le mâle dominant. Ils vont aller chercher, par exemple, le bébé ou celui qui est blessé. C'est normal, ça permet à la nature de ça enlève ceux qui sont blessés, puis ça garde les plus forts. Sélection naturelle. Exactement. Mais c'est comme ça aussi dans la nature, dans la société. Ceux qui font de l'intimidation, ils vont pas aller écœurer celui qui est fort. Là. Ils vont s'en prendre à celui qui manque de confiance, celui qui est une proie facile. Donc, les arts martiaux m'ont permis de changer la perception que j'avais de moi-même dans le miroir. Je voulais changer mon environnement, mais ce que j'oubliais de faire, c'est de me changer moi-même de l'intérieur vers l'extérieur. Puis c'est en faisant ça que j'ai réussi à me débarrasser de l'intimidation. J'aimerais ça te dire que c'est un scénario différent, que je suis arrivé, puis j'ai appris à me défendre, puis j'ai cassé la gueule à tout le monde. Ça serait beaucoup plus fun à raconter, puis ça serait un scénario de film vraiment intéressant, mais ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est plus impressionnant, ça, parce que en plus, mettons, pour un jeune qui écoute, tu réalises, OK, un coup que je vais avoir la confiance, je ne serai pas nécessairement obligé de me battre. C'est ça. Puis la confiance, souvent, c'est un état d'esprit. C'est pas... c'est un choix. C'est un choix que tu fais. C'est pas... Je veux dire, c'est pas un état d'esprit. Tu peux faire à semblant d'avoir confiance. C'est sûr que si tu as je fais une analogie. Si tu as un examen à l'école, puis tu n'as pas étudié, c'est sûr que tu vas avoir peur, puis tu n'auras pas confiance. Ouais. Par contre, si tu as un examen à l'école, puis tu as étudié fort, tu as vraiment mis du travail pour étudier, tu sais que tu es prêt. Tu vas peut-être avoir peur, mais tu peux avoir confiance. Donc moi, en faisant du karaté, je savais me défendre. J'ai appris comment me défendre. J'avais peur quand même, mais je savais que si quelque chose arrivait, j'étais capable de me défendre. Tu sais, au moins, j'avais des bases pour me défendre. Donc, la confiance venait beaucoup plus facilement à cause de ça. Tu sais, c'est pas arrivé juste en pensant que, OK, je vais avoir confiance. C'est un processus qui s'est passé au cours de plusieurs mois. Mais c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Puis, mettons, tu sais, pour se battre, même en bas du calibre UFC, mais la confiance, tu sais, mettons, c'est quoi les choses les plus importantes? C'est travail, confiance, talent, mais c'est lesquels en quel ordre, d'après toi? Pour être un combattant... Pour devenir, mettons, niveau comme toi. Tu sais, je veux pas dire, tu sais, faire monter dans l'octogone, perdre. Ça, je serais capable de perdre, là. mais je pense pour être champion du monde, ça prend des choses spéciales. C'est un mélange de plein de choses. Puis, je connais pas toutes les causes, mais je pense que ça prend le talent. J'avais un talent, un talent exceptionnel déjà en partant. Quand le professeur il montrait quelque chose, j'étais capable de le faire, de le refaire directement la journée même dans le combat. Tu sais, ça, c'était une affaire que j'avais, que j'étais capable de répliquer une technique que j'apprenais comme ça. Ça, j'avais ça. J'avais un bon talent. Si j'étais né, par exemple, en paralysé, ben, j'aurais pas pu être champion du monde. Je suis né, je suis un bon athlète, puis j'étais doué pour les sports de combat. Déjà là, en partant, j'avais un talent. J'ai travaillé très fort aussi. Mais je pense aussi qu'il y a un autre facteur qui est un facteur de chance. J'ai eu la chance d'avoir des mentors exceptionnels que j'ai rencontrés. J'ai été au bon moment, au bon endroit. Okay. Puis j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui m'ont influencé dans ma vie. Puis ça, c'est quelque chose peut-être que je contrôle pas à 100%. C'est sûr que je suis allé vers eux pour les rencontrer. Mais si ces gens-là Si notre chemin ne serait pas croisé, je serais pas où j'aurais pas été où je me serais jamais rendu où je me suis rendu dans ma carrière. Donc, je pense que c'est le talent,
travailler fort, puis aussi, il y a un facteur de chance aussi. Ouais. C'est sûr qu'il y a un facteur de chance. Être au bon endroit, au bon moment, puis question de timing, puis de rencontrer des gens qui ont une influence sur toi. Puis il faut, quand la porte est ouverte, ben, il faut que tu rentres dedans. Ouais. Le problème, c'est que le monde, souvent, ils attendent que la porte ouvre. Puis si la porte n'est pas ouverte, ben, man, il faut que tu défonces la porte, puis tu rentres. Puis si cette porte-là, tu peux pas rentrer parce qu'elle est trop seule, ben, va en défoncer un autre, puis va. Tu sais, il faut que tu crées tes propres opportunités aussi dans la vie, mais il y a un facteur de chance, c'est certain. Puis ça, toi, quand tu es... l'équipe que tu as travaillé avec, tu as commencé à travailler avec quand? Moi, j'ai commencé quand j'étais jeune à faire du karaté. Mon professeur de karaté est mort quand j'étais un adolescent. Il est mort malheureusement du cancer des poumons. OK. Il s'appelait Jean Couture. Puis c'était un professeur qui était... Il fumait-tu ou non? Il fumait même pas. OK. Mais je pense que, d'après ce que j'avais compris, ce qu'il racontait, c'est qu'il avait travaillé souvent dans les bars. OK, Peut-être fumé aussi, secondaire, puis... mais il y a peut-être un facteur génétique aussi. Ouais. Tu sais, des fois, il y en a qui vont fumer toute leur vie, ils n'auront jamais le cancer. Puis il y en Ouais. a qui vont peut-être être victimes de fumée secondaire pendant 1 an, puis bang, ils l'attrapent tout de suite. Malheureusement, c'est comme ça. Puis lui, il est mort cancer des poumons. Donc, quand il est mort, je pense que j'avais environ 15 ans. Puis je savais pas quoi faire. J'avais arrêté de faire du karaté. Puis je savais pas qu'est-ce que j'allais. Je voulais rester dans les sports de combat, mais je savais pas où m'aligner, tu sais. Puis un de mes amis avait loué une cassette. Dans ce temps-là, c'était les VHS. Une cassette de UFC. OK. Je savais pas c'était quoi à l'époque. Puis on avait comme... Les premiers, Les genre premiers. un sumo contre, C'est ça. contre C'est un ça. lutteur. Puis... Donc, j'avais 15 ans à l'époque et on a commencé à regarder ça. Puis là, j'ai vu Royce Gracie. Royce Gracie, pourquoi que ça m'a influencé, ça m'a inspiré, c'est parce que Royce Gracie, c'était celui dans tous les combattants qui paraissait probablement le moins intimidant de toute la gang. Il était plus petit que toute la gang, mais il a gagné le tournoi. Il a gagné tout le tournoi au complet. Il a battu tout le monde. Puis il a battu tout le monde avec quelque chose que personne ne connaissait à l'époque, qui était le combat au sol, le jiu-jitsu brésilien. Et quand je l'ai vu gagner le tournoi, ça m'a tout de suite inspiré. J'ai dit à mes amis, à ce moment-là, j'ai dit un jour, je vais être champion du monde au UFC. Puis ils sont tous mis à rire. On était comme 5 gars, puis ils sont tous mis à rire. C'est un gros cadre. Ouais, c'est un gros cadre. Puis Puis ils m'ont dit, t'es un malade, jamais de la vie, ces gars-là, c'est des machines, c'est des tueurs. Toi, jamais de la vie, tu vas jamais être capable de faire ça. Ça a resté comme ça. Puis la raison pour laquelle ça m'a inspiré, c'est que Royce Gracie, comme moi, quand je me faisais intimider à l'école, j'ai jamais pu prendre ma revanche envers ceux qui m'intimidaient, tu sais. Mais quand je voyais Royce Gracie, un gars plus petit, qui avait de l'air de rien, qui battait les gros monstres, mais ça m'a comme vraiment inspiré. Je me suis vu en lui prendre ma revanche contre les bullies. Puis ça m'a inspiré. Je sais que c'est con, mais c'est à cause peut-être de ce qui s'est passé dans ma vie, ça m'a comme inspiré. Donc, je voulais être comme lui. Et j'ai commencé à faire des recherches. Puis j'ai commencé à suivre des cours de jiu-jitsu. Puis ça, il y en avait... Il y en avait à Montréal un petit peu. Fait qu'il fallait que tu partes de chez vous. De Saint-Isidore à Montréal. Puis ça, c'est une demi-heure, 40 minutes? Oui, à peu près une demi-heure, 40 minutes. Mais c'était pas assez pour moi. Parce que le jiu-jitsu qu'il y avait à Montréal, moi, je voulais faire le Gracie Jiu-Jitsu. Là, je suis allé voir, j'ai fait mes recherches. Je savais qu'il y avait l'école de Gracie qui avait la plus proche, c'était celle de Renzo Gracie à New York. Donc, j'avais 16 ans, je venais d'avoir mon permis. J'avais vraiment pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. Je travaillais comme un fou. Fait que j'ai pris les économies que j'avais, puis je suis parti à New York. Avec une voiture que je savais même pas à l'époque s'il était pour faire le chemin, c'était pour se rendre. Fait que je suis parti à New York, puis je me suis rendu là avec MapQuest. Je me suis perdu dans le Bronx, ça m'a amené un truc de fou. Finalement, dans ce temps-là, je parlais pas anglais, je parlais un petit peu plus espagnol qu'anglais. Je donne des esta Manhattan, pour favor. Là, ils m'ont tous dirigé où. Finalement, je me suis rendu. Je couchais dans un hostel. C'était une auberge jeunesse pour étudiants. Je couchais là-dedans. Il y en avait qui fumaient du pot dans la chambre. C'était dégueulasse. Mon linge sentait la merde après. En tout cas, j'ai eu tellement de problèmes. Je vous passe cette longue histoire-là. Fait que j'arrive à New York m'entraîner. Puis je parle pas un mot anglais. Puis je me souviens à l'époque, j'ai tout le temps été fort, tu sais, physiquement. Pour ma grandeur, très, très fort. J'étais athlétique. J'étais déjà ceinture noire en karaté. Puis là, je rencontre un gars qui s'appelle Sean William. Renzo Gracie n'était pas là. Donc, je rencontre Sean William. Sean William est environ 10 à 15 livres moins pesant que moi, plus léger que moi.
Donc, le cours commence, j'apprends des techniques incroyables, des détails que je ne connaissais pas auparavant. Ça m'a fasciné, j'étais au paradis, c'était incroyable. J'étais vraiment impressionné. Mais là, à la fin du cours, on commence à faire des combats live, rouler, on appelle ça rouler. Donc, je vais avec plusieurs autres partenaires qui sont ceinture bleue en jiu-jitsu, de mon niveau. J'ai réussi je fais bien contre eux, j'ai le meilleur sur eux. Et là, le professeur, il voit que, tu sais... Ça va bien. Ça va bien, mais il voit que je suis pas de New York, tu sais, que je viens de l'extérieur. Puis là, il me regarde, Sean William, il me dit « Hey, kid, come here. » Puis il est à peu près, comme je vous dis, c'est une ceinture noire, moi j'étais ceinture bleue. Puis il est à peu près 15 livres plus léger que moi. Il m'a foutu une volée, là. Oh. Mais pas méchamment, mais vraiment, je pense qu'il m'a fait 5 prises de soumission en 5 minutes. OK. Je tapais dans tous les sens. Armbar, clé de bras, étranglement, clé de cheville. J'ai jamais vu ça. Et après le cours, je me souviens, j'ai pris ma douche puis j'étais un peu déprimé parce que mon rêve de devenir un combattant venait de briser. Je me suis dit dans ma tête, c'est impossible, je serai jamais à ce niveau-là. Ce gars-là, il y a 15 livres moins que moi, puis il me fout une volée. Qu'est-ce que je vais faire contre un gars du même niveau, mais qui a mon poids ou qui est même plus gros que moi? Je ne serais jamais capable de me défendre. Puis je me souviens, à l'époque, Sean, il est vraiment... Maintenant, j'étais encore ami avec lui, il s'entraîne toujours. Il est venu me voir, puis il m'a dit... Puis je parlais pas beaucoup anglais à l'époque, puis il m'a dit, tu sais, Georges, j'ai dit, le jiu-jitsu, les arts martiaux, c'est un sport de connaissance. Knowledge is a weapon. Il dit, I beat you not because I'm stronger. Il dit, je t'ai battu pas parce que je suis plus fort que toi, parce que j'ai beaucoup plus de connaissances que toi. Il dit, continue de venir et de t'entraîner, tu vas acquérir des connaissances, puis tu vas devenir beaucoup plus fort. Puis ça m'a donné un regain d'espoir. Je suis retourné à Montréal, puis j'essaie de revenir à New York le plus souvent possible. Quand tu y allais, tu restais une couple de jours? Oui, une couple de jours, 3, 4 jours, 5 jours. 16 ans, t'avais-tu une petite job à temps partiel pour payer ça? Oui, j'avais des jobs. Je travaillais dans un magasin de couvre-plancher, un magasin Langto à Saint-Isidore. Je travaillais là. C'est des tapis, de céramique, prélard, des trucs comme ça. Je travaillais là-bas. OK. Et je donnais aussi des cours. J'avais une école de... ça, c'est drôle. Je pense pas que j'en ai déjà parlé dans des entrevues. J'avais une école de karaté que je donnais à Saint-Isidore à des jeunes. J'avais un programme. Donc, j'avais beaucoup d'étudiants que je donnais des cours. Puis mes jeunes étaient vraiment exceptionnels, là. Il y en avait vraiment des bons. Puis même, il était tellement bon que quand on allait en compétition comme à Sherbrooke puis tout ça, moi, je suis dans la fédération de karaté Kyokushin. J'allais dans des compétitions, mais les jeunes, ils gagnaient tout le temps les médailles en combat. Tellement que même avant les compétitions, j'avais des meetings avec les autres ceintures noires, les autres sensei. Puis là, ils venaient me voir et me disaient Sensei Georges, là, dites à vos jeunes, c'est pour le fun, hein? Une compétition, compétition amicale. Dites à vos jeunes d'aller tranquillement. Là, j'ai dit, ouais, mais vos jeunes, ils vont-ils aller tranquillement? Ouais. Là, j'ai retourné à mes jeunes. Hey, de la merde. Si vous allez là, vous allez défoncer tout le monde. Non, mais tu sais, si mes jeunes vont tranquillement, puis le tien, il va à 100%, oublie ça, là, tu sais. On va là, tu sais, on s'amuse, mais on essaie de gagner, tu comprends? Puis c'était vraiment cool. Ça, l'école, c'est quoi le nom de l'école? C'était une école à Saint-Isidore. Je donnais ça. Il y avait l'école à Saint-Isidore, l'école primaire à Saint-Isidore. Ben, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait les tapis ensemble. Puis c'était lundi, mercredi, j'avais des cours le soir, des âges différents. Je commençais à 6 heures, 6 à 6h45 pour les plus jeunes. Puis j'avais de 7 heures à 8 heures. Et après 8 heures, je pense que c'est 8h30 à 10 heures, des adultes. OK. Ouais, j'avais énormément de jeunes. Malheureusement, après, j'ai commencé ma carrière en MMA. J'ai commencé à combattre, j'avais 19 ans. Puis je travaillais aussi, puis j'étais aux études. J'étais trop occupé pour pouvoir continuer, mais j'ai donné des adresses aux jeunes qui voulaient continuer à s'entraîner, comme où est-ce qu'ils pouvaient aller pour continuer l'entraînement. Puis il y en a qui ont continué, il y en a qui ont lâché. Puis, et puis ça leur fait toutes des histoires malades. C'était vraiment cool. J'en ai même vu un récemment. C'est vraiment drôle parce que j'avais un jeune qui était exceptionnel. Il s'entraînait avec nous. C'était un jeune d'origine haïtienne, tu sais. Puis lui, il était tellement bon, là, qu'il était naturel, tu sais. Puis moi, je le voyais qu'il était fort, tu sais. Je voyais qu'il était un naturel, tu sais. Fait que quand je demandais aux jeunes 10 push-ups, ben lui, j'en demandais 15, tu sais. Okay. Puis je l'ai revu récemment.
Puis quand je l'ai revu, il me dit, hey, il dit, t'étais dur avec moi. Il dit, je pensais que t'étais raciste. Puis moi, j'ai dit, ben non, j'étais pas raciste, c'est parce que t'avais du talent. Donc, je voulais que tu te surpasses, tu sais. Au lieu de te demander 10 push-ups, c'était facile pour toi, il fallait que je t'en demande 15. Il dit, ouais, mais 15, j'étais pas capable de les faire. Je dis, ben c'est ça, si t'es capable d'en faire 15, je vais t'en demander 20. Si t'es capable d'en faire 20, je vais t'en demander 25. Fait que c'est drôle, tu sais, je l'ai vu, puis non, ça m'a fait plaisir de le revoir. Qu'est-ce qu'il fait, lui, à cette heure? Tu sais-tu? Ou, Je pense qu'il y a un travail maintenant. Il était aux études, je pense, à l'UQAM, puis qui me racontait. Puis il s'entraînait, mais je pense pas qu'il faisait des arts martiaux encore. Ouais, il faisait d'autres sports. Il avait de l'air en forme, tu sais. Puis tu sais, toi, mettons, de ta jeunesse, t'es-tu encore ami avec ta gang quand t'étais jeune? Ou, ouais. Il y en a plusieurs que j'ai perdu contact, c'est certain, mais il y a plusieurs personnes aussi que des fois, on s'envoie des textos. Hey, comment ça va? Hey, joyeux Noël, bonne année, ces trucs-là, c'est certain. Ben oui. Puis ta vie, c'est ça, toi, t'es... est-ce que c'est des questions? Mais toi, t'as une maison à Montréal, puis tu sais, tu vas souvent à New York, LA. T'as-tu... c'est l'hôtel là-bas, par exemple? Oui, avant, j'avais un timeshare à New York. Par contre, ça venait compliqué parce que le timeshare, il faut que tu le réserves d'avance. Puis moi, ma vie, c'est souvent des trucs de dernière minute. Ouais. C'est... il me book pour une semaine. T'sais. Il me dit ces dates-là, ça peut être n'importe quand durant ces dates-là. Garde ces dates-là ouvertes, mais des fois, finalement, c'est pas 5 jours qu'ils ont besoin de moi, ils ont besoin de moi de 2 jours. Fait que je me retrouve avec 3 jours de libre. Fait que là, je peux voyager, je peux faire certaines choses. Donc, quand je vais à Los Angeles, ces endroits-là, c'est tout le temps des hôtels. Okay. J'aime ça changer, avoir une variété de choses à faire ou même à rester. Donc, c'est vraiment cool. Quand, mettons, toi, vu que tu es connu mondialement, c'est où les places que c'est comme tu peux pas sortir? Ah, mais c'est une bonne question. Mais je peux sortir partout. Les endroits que je vous dirais que le sport est le plus populaire, que je me fais reconnaître le plus, c'est sûr, c'est les États-Unis, comme la côte ouest des États-Unis. Vegas, quand il y a un événement à Vegas, oublie ça. J'aime même pas ça y aller. Parce que quand il y a un événement de combat, comme il y a le combat de Conor McGregor qui va être bientôt, le monde me dit hey, est-ce que tu vas y aller là-bas? Je dis non, oublie ça, je vais pas là-bas. Si j'ai pas affaire à y aller, j'y vais pas. Ça va être too much. Non, parce que c'est pas le fun pour moi. Tu peux pas rien faire. Puis souvent, les fans qui sont à Vegas pour l'événement, ils sont sur le party. Fait que tout le monde est sous. Fait que ça vient que c'est fatigant un peu. J'aime ça avoir interagi avec mes fans, mais des fois, il y a... Quand ils sont sous puis tout ça, puis ça arrête pas, puis un autre, Mais un fan sous, c'est tout le temps désagréable. C'est la plupart du temps, ça l'est. Fait que j'y vais pas. Fait que ça, c'est les pires places. Je te dirais des fois, l'Ouest canadien. À Montréal, c'est pas mal différent. Les gens sont différents. Je pense qu'ils sont habitués de me voir. En Australie, beaucoup, j'étais surpris. En Australie, en Asie, beaucoup. Okay. Puis même en Afrique, il y en a qui me connaissaient quand je suis allé en Afrique. J'étais même surpris. Vous savez, le pay-per-view là-bas, ils disent ouais, on regarde sur Internet. J'étais comme wow, OK. Ouais, mais l'UFC, c'est vraiment mondial. Puis international. Moi, j'ai remarqué quand. Brésil, aussi très populaire au Brésil. Ah, ça doit. Mais j'ai remarqué, quand il y avait une affaire que j'étais vraiment heureux. Moi, aussitôt je disais au monde, j'étais Canadien quand je sortais du Québec ou du Canada, ils me parlaient tout le temps de toi. Ah oui. Les premières fois que je sortais du Québec, au début, ils me parlaient quand j'étais plus jeune, mettons, Wayne Gretzky. Après, c'était Céline. Puis après, c'est devenu toi, puis c'est encore toi. Ouais, t'as battu Céline. Ça fait, mettons, 15 ans. Je pense pas que j'ai battu Céline. Non, mais... Tu sais, dans la célébrité, t'as les athlètes qui sont en bas. Après ça, t'as les... Je pense que c'est quoi, les acteurs, je dirais, puis après les chanteurs, tu sais. Non? Ou c'est acteurs après ou... Mais je pense, athlète, vous êtes... je pense pas qu'on est au top. Hey. Ben, t'en as qui sont... Ça, je pense, c'est ton humilité. Non, mais t'as Floyd Mayweather, t'as LeBron James qui sont exceptionnels, tu sais. Moi, je suis pas dans cette catégorie. Non. Mais tu sais, t'as Conor McGregor côté popularité. Je parle popularité, là. Tu sais... comme t'as des acteurs comme, mettons, Arnold Schwarzenegger ou The Rock. The Rock, c'est sûr qu'il peut pas sortir nulle part. Kevin Hart, l'humoriste, c'est sûr que lui, oublie ça. C'est un autre niveau. Drake, le rappeur Drake, là, oublie ça. Moi, je peux aller manger au restaurant, je me promène, je peux aller... C'est le fun. Eux autres, oublie ça, ils ont besoin des bodyguards, là. Eux autres, c'est un autre niveau, là. Moi, je suis pas à ce niveau-là. J'ai jamais été à ce niveau-là, tu sais.
je vais être à ce niveau-là si, mettons, je vais à Las Vegas durant un gros combat comme Conor McGregor. Là, oui, je vais me faire achaler, c'est terrible, tu sais. Parce que le monde qui sont dans la ville, Vegas, c'est une ville touristique, puis le monde qui vont venir dans la ville, c'est des fans de combat. Fait que là, c'est sûr. Tu sais, si, mettons, il y a un événement, quand je vais dans la ville, puis il y a un événement de combat, c'est sûr que là, c'est plus difficile, mais en temps normal, je vis pas ça tous les jours. Par contre, comme Drake ou The Rock, l'acteur The Rock, j'imagine que les autres, c'est un niveau... LeBron James, ça doit être terrible. Ouais. Là, toi, par exemple, si tu t'en vas vers le cinéma, ça va... Moi, je pense qu'une affaire qui va vraiment t'aider, c'est ton work ethic. Que ça, tu dois pogner ça de ton père. Tu sais, s'il travaillait des journées de 16 heures par jour. Oui, je pense que c'est quelque chose que j'ai appris de mon père. Puis ça me fait vraiment rire parce que on parle de cinéma. Je suis allé souvent, je fais les Comic-Con. Les Comic-Con parce que j'ai joué le rôle de Batroc. Batroc, c'est un personnage dans l'univers Marvel. C'est un mercenaire. Et souvent, je vais dans les Comic-Con. Puis quand je vais dans les Comic-Con, il y a d'autres acteurs qui sont là comme... il y a celui qui joue Thor, Iron Man, Chris Evans, Captain America. Donc, ils sont tous là, tu sais, puis c'est le fun. Parce que ceux qui viennent dans les Comic-Con, ils portent des costumes et tout, tu sais, c'est comme un... Tout le monde retombe en enfance. Puis, souvent, je signe des autographes, puis le monde me reconnaît quand je suis dans les Comic-Con, puis ils me reconnaissent pas en tant que combattant. Ils disent « Hey, c'est le champion! » Ils me reconnaissent « Hey, c'est Batroc! » Puis là, je suis comme « Batroc? » Tu sais que je suis champion du monde aussi, là, j'ai quasiment le goût. Mais juste pour te dire que la télé... le acting, la télévision, c'est tellement plus populaire que le sport, le film, l'entertainment, le milieu du cinéma, c'est une coche au-dessus, là. Je pense que c'est plus populaire que le sport, même. En tout cas que le MMA. C'est sûr, comme je te dis, il y a des athlètes comme LeBron James, Usain Bolt, que c'est des Mohamed Ali, c'est des faces. Mais je pense Mike Tyson, je pense que c'est ton humilité que tu réalises pas. C'est pas le même niveau pareil. Non, mais tu sais, ce niveau-là, mais c'est ça aussi ta beauté de pas faire « je suis le meilleur ». Non, mais tout le monde. Je suis bon dans ce que je fais. Je parle côté popularité. Je parle pas côté succès. Je parle pas côté achievement. Non, mais je parle côté popularité. Tu sais, être un gars comme The Rock, là, lui, là, ça doit être... Il peut pas aller nulle part, le gars, c'est sûr. Il est énorme, en plus. Il peut même pas se cacher. Moi, je peux fondre dans la foule. Tu sais, je me mets une casquette au pire. Mais le monde sont... Tu sais, comme quand t'es arrivé ici, quand le monde te voit, ils sont tellement contents. Tu sais, c'est tout de suite, tu sais, comme quand je te présentais à Charles, qui est un de mes partenaires ici, juste le fait que j'ai dit ton nom, j'ai vu dans sa face, il a fait... C'est cool. Georges, j'ai entendu mon nom. Honnêtement, ça me fait plaisir aussi. Comme rencontrer le monde puis rendre le monde heureux, ça me fait plaisir. Puis jamais je refuse prendre une photo ou un autographe. Jamais je dis non. La seule fois, mettons, je vais dire non, c'est si je suis à un bachelor party chez Paris avec un de mes amis, puis ou chez... prends un verre, puis le monde sont sous. Ça, c'est un milieu que tu veux pas, mais... Dans la rue, n'importe où, ça va me faire plaisir. Ça fait partie de mon travail en tant que... Tu sais, parce que je suis un athlète, mais je suis aussi, on appelle ça un entertainer. J'entertain le monde. C'est tout le milieu de l'entertaining. Acteur, chanteur, athlète, on fait ça. On vit parce qu'on est dans le milieu de l'entertaining. On gagne de l'argent à cause de ça. Fait on le doit aux fans. On le doit à nos supporters. Puis pour moi, ça me fait toujours plaisir. C'est très hâte. Hey, je pense que ça fait... OK, j'avais l'impression... Je voyais ta montre. Non, faut que j'aille la faire réparer. Okay. J'aille la faire réparer. Ça m'avait stressé parce que je voyais ta montre puis j'étais comme « Oh, Chris, ça fait-tu 2 heures? » Okay, non, c'est... Désolé. Faut que j'aille la faire réparer. Non, il dit désolé. C'est une montre que le chic m'a donné, ça. Tu regardes, c'est le chic de... Le prince de Abu Dhabi m'a donné. OK. Ouais. Ah, ouais? Ouais, c'est une belle montre. Moi, je suis pas un fan, là. Je peux même pas dire la différence entre une montre, telle montre et telle montre, mais ceux qui connaissent les montres, c'est une Rolex Daytona. C'est une belle montre. OK. Ah, ouais, vraiment une belle montre. J'aurais jamais acheté une montre de cette qualité-là parce que je suis pas un fan de montre, mais quelqu'un me l'a offert en cadeau, donc pour moi, ça me fait plaisir de la porter. Une Rolex, ça va. Là. C'est drôle, tu sais, qu'un chic... Mais là, elle est cassée, il faut que j'aille la faire réparer. Il faut que j'aille la faire réparer. Il t'a-tu...
t'avais-tu un combat là-bas ou c'est lui qui est venu genre à Vegas, puis... Non, en fait, il y a 2 princes arabes que je suis ami. Il y a le cheikh Maktoum, qui est à un qui est à Dubaï. OK. Lui, il s'entraîne en jiu-jitsu, puis je me suis déjà entraîné en jiu-jitsu avec lui. Puis OK. je l'avais rencontré la première fois en Angleterre. Il est-tu bon? J'ai l'impression qu'un prince qui fait du jiu-jitsu, il doit être ordinaire. C'est surprenant. T'as Maktoum, que lui il est plus jeune que moi même. OK. Moi, j'ai 38, lui, il doit avoir environ 34-35. C'est sûr qu'il ne pourrait pas se battre à l'UFC, mais il fait ça pour garder la forme, tu sais. OK. Puis lui, je l'avais rencontré en Angleterre une fois. Il avait envoyé un de ses émissaires me demander si je voulais le rencontrer, tu sais. Puis ça m'a fait plaisir de le rencontrer. Puis quand je suis allé le rencontrer, il m'avait donné une autre montre. C'est pas lui qui m'a donné cette montre. Il m'a donné une autre montre. Il donne souvent des cadeaux comme ça. Ils sont super gentils. Puis ça, c'est Maktoum. Puis Cheikh Tanoun. Tanoun, lui, il est à Abu Dhabi. OK. Et lui, je l'avais rencontré. J'avais été à Abu Dhabi. Il avait entendu parler comme quoi que j'étais là. J'étais là pour donner une conférence. Puis il avait envoyé quelqu'un me voir, demander si je voulais m'entraîner avec. Puis moi, ça m'a tout le temps fasciné, justement, un prince. Je dis, ben ouais, je vais m'entraîner avec. Quand je suis arrivé là-bas, il me disait, on s'est entraîné, puis il s'entraînait la nuit, lui. Lui, c'était vraiment surprenant. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent là-bas. Eux autres, c'est les grands patrons. Fait que j'arrive là-bas dans son palace, là. C'est comme pas un château, mais comme un domaine. Les portes ouvrent, tout, avec des gardes de sécurité. Puis on rentre là, puis il nous avait dit c'était à 11h le soir. On est arrivé là à 11h le soir. Il y avait moi, mon entraîneur, John Denauer, qui est de New York. Puis il y avait d'autres gars qui étaient là-bas avec qui on s'entraînait. Puis on a commencé à s'entraîner avec lui. Il était comme 11h, 11h30. Puis il était quand même bon. Ça m'a surpris, tu sais. Il avait un bon niveau. Puis après qu'on ait fini de s'entraîner, on a mangé. Je pense que j'ai bu le meilleur jus d'orange que j'ai bu de ma vie là-bas. C'était pressé, c'était frais, c'était tellement bon. En tout cas, juste pour te dire que c'était vraiment exceptionnel. Ils nous ont offert vraiment un traitement royal. Ils étaient vraiment gentils. Ça... Des bonnes connexions à avoir. Ben ouais, non. Ouais, c'est ça c'est qui spécial, est cool. C'est des princes, c'est des rulers, tu sais, ceux qui prennent des décisions, tu sais. C'est un coin du monde qui ça fonctionne d'une façon différente qu'ici, tu sais. Puis, dans les autres pays, tu dois avoir eu des présidents, des premiers ministres qui... T'as-tu déjà fait du judo avec Justin ou non? Justin, j'ai déjà rencontré avant, mais justement, après mon combat contre Michael Bisping, il m'avait envoyé un mémo, un message avec les médias sociaux, comme quoi, félicitations pour ton combat, on est content de voir ton retour, tu nous as rendu fiers. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est vraiment cool, tu sais. En plus, mais c'est ça, je pense, tu sais, c'est beau que c'est un sport, de même, mais c'est un sport avant qui avait mauvaise image. Donc, Ouais. je pense que beaucoup de politiciens essaient de rester loin de ça. Non, je mais sais que Vladimir Poutine, c'est un politicien en Russie. Lui, c'était un gros fan de combat. Lui, c'est un méga fan de combat, tu sais. Mais tu sais, c'est vraiment toi seul qui a changé l'image du sport, tu sais. Ouais, ben écoute, il y a plusieurs personnes qui ont aidé à changer l'image du sport. Moi, je voulais juste... Qu'est-ce que t'es un... Il est pas capable. Il est pas capable. Je suis pas tout seul à avoir fait le travail, tu sais. Mais moi, pour côté gentleman, tu sais, je voulais montrer... Je voulais montrer. J'ai même pas essayé de montrer. Je suis juste resté authentique et fidèle à moi-même. Tu sais, moi, je connais pas 1000 combattants, mais j'en connais 4-5. Puis j'en ai jamais rencontré que c'était des trous de cul agressifs. Non, mais tu sais, la plupart des combattants, tu sais, je pense, tu sais, pour te battre, toute la rage que n'importe quel humain a dans la vie, vous autres, vous pouvez le sortir en vous entraînant. En fait, même les combattants qui ont une image de bad boy, comme même Conor McGregor, Michael Bisping, quand je me suis battu avec, il m'insultait. En fait, c'est pas vraiment des bad boys, c'est des gens super gentils que je suis certain que si les gens iraient les voir, ils seraient les premiers à leur signer un autographe, prendre une photo. C'est juste que pour la promotion du combat, pour vendre le combat, si tu as tout le temps deux gars qui se font des compliments, c'est un petit peu plate. Il faut créer un élément d'émotion, quelque chose qui force les gens à avoir l'intrigue de savoir qu'est-ce qui va se passer. S'il y a deux gars qui saillissent, qui vont se battre, là, ça attire l'attention. Il y a une tension. Deux gars qui s'aiment, qui se font des compliments, qui vont se battre, ben, le monde, ils ont tendance à s'en foutre un peu. Pas toujours, mais des fois, c'est comme ça. Donc,
souvent, la promotion des combats est faite avec l'émotion. Par contre, les combats ne sont pas gagnés avec l'émotion. Mais souvent, aussi, quand tu fais des arts martiaux, peu importe le style que tu commences à t'entraîner, si c'est taekwondo, judo, karaté, lutte, tu peux pas être bon en partant. Fait que souvent, comme tu dis que tu n'as jamais rencontré vraiment des trous de cul, comme tu dis, c'est que tu apprends à être humble. Parce que si tu es champion, c'est sûr que tous les champions dans les sports de combat, il y a un moment de leur histoire, dans leur vie, qui n'étaient pas champions, ils sont fait péter la gueule. Ils sont fait ramasser, puis ils ont dû se relever, puis retourner, puis se refaire ramasser encore, puis retourner, puis se refaire ramasser encore, puis se retourner, puis pendant longtemps, avant que tu commences à gagner. Tu peux pas commencer. Tu peux avoir des bonnes aptitudes de départ, avoir un talent, mais c'est sûr qu'au début, tu n'es jamais le roi. C'est jamais toi le meilleur. Puis ça donne un coup sur ton orgueil, sur ton ego, puis c'est une expérience qui te rend très, très humble. Grandir avec les arts martiaux. Donc, je pense que c'est pour cette raison-là. Souvent, c'est des gentlemen. Puis aussi, tu te rends compte à quel point le corps est fragile et à quel point aussi tu sais, on dit tout le temps, je suis le plus fort. Il n'y a personne qui est le plus fort au monde. Hein? Tout le monde peut faire mal à tout le monde. T'sais, même si un gars il est tout petit, il arrive avec un couteau, flac. Et tu peux être le meilleur combattant au monde. Si tu ne l'as pas vu venir, ben, tu vas mourir. Fait que tu te rends compte à quel point c'est facile de blesser les gens, puis ça te rend humble. C'est facile de blesser les gens, mais c'est très difficile de pouvoir les soutenir et leur faire du bien. Ça, c'est difficile de faire ça. Leur faire du bien aux gens, c'est difficile. Leur faire mal, c'est très facile. Fait que c'est pour cette raison-là, je pense que tu apprends ça souvent avec les arts martiaux, puis ça te fait grandir beaucoup. Mais il doit y en avoir, tu sais, mettons, juste quand, tu sais, la première fois que tu as gagné la ceinture UFC, tu dois avoir une fin de semaine que tu te prends pas pour de la merde. Quand tu es tout seul dans ta chambre d'hôtel, tu dois avoir la ceinture autour de la taie en train de faire « Voyons, tabarnak! » La première fois que c'est une bonne question, j'ai une belle anecdote. Quand j'ai gagné mon premier combat championnat du monde, je combattais contre Matt Hughes. Matt Hughes, à l'époque, c'était le combattant le meilleur de la planète. Puis il avait un peu un aura d'invincibilité. Il était vraiment exceptionnel. Il était vraiment fort. Puis quand je l'ai battu, c'est comme si j'étais rendu la nouvelle coqueluche du sport. Puis tout le monde me disait à quel point que j'étais imbattable puis que c'était moi l'homme invincible parce que je venais de battre Matthews. Donc j'ai fait l'erreur de commencer à y croire un peu. Sans devenir arrogant, à l'intérieur de moi-même, je me suis cru meilleur que je l'étais en réalité. Donc, je me suis cru un petit peu invincible. Fait que tu t'entraînes moins fort. Je m'entraînais moins fort, je faisais plus le party. Puis mon prochain le combat que j'avais d'après, c'était ma première défense, c'était contre Matt Serra. C'était un adversaire que, au point de vue des statistiques puis des experts, il n'y avait aucune chance de me battre. Puis même, c'est un gars que je m'avais entraîné avec, je l'avais vu dans le gym. C'était quelqu'un qui était gentil, donc il me donnait pas le feu de la rage pour pouvoir m'entraîner. C'était quelqu'un qui était gentil, donc c'est quelqu'un qui t'écœure, qui crie des bêtises. On dirait ça me donne de la motivation, mais lui, il faisait pas ça. C'est un gars super gentil. Puis mon combat d'après, c'était contre lui. Donc, je venais de battre le gars que je n'étais pas supposé battre. Que je suis, après ça, devenu... Tu as battu le lion, puis là, tu te battais contre un zèbre. J'avais knocké le meilleur combattant de l'époque. Là, j'étais rendu le top, la coqueluche. Puis là, je m'en vais me battre contre un gars que, tu sais, c'est... Waouh, il va le battre facile, tu sais. Personne ne lui donnait une chance. Puis il y a beaucoup de monde même qui il se demandait pourquoi que lui allait se battre pour le titre. Donc, ça restait comme ça, puis... C'était plus au niveau psychologique. Je m'entraînais toujours, mais au niveau psychologique, on dirait que je le prenais moins au sérieux. Puis là, le combat, il commence, puis je me fais frapper avec un coup en arrière de l'oreille. Et là, je me fais ébranler. Bref, je perds le combat, je perds par KO. L'expérience est la plus humiliante de ma carrière. Donc là, j'ai appris que il ne faut jamais sous-estimer aucun de ses adversaires. Parce que même si tu penses que tu es le meilleur combattant de la planète, c'est pas le meilleur combattant qui gagne le combat. C'est celui qui combat le mieux le soir du combat. Au hockey, c'est pas la meilleure équipe qui gagne la game au hockey. C'est l'équipe qui joue le mieux le soir du match.
Puis ça arrive souvent. Des équipes sur papier qui sont les meilleures. Ils se rendent des fois en séries éliminatoires puis se font éliminer par une équipe qui est moins bonne. Puis tout le monde se demande comment ça se fait, comment c'est possible. Mais c'est parce que l'équipe qui est moins bonne sur papier ont joué d'une façon plus intelligente. Ils ont été plus efficaces. Ils ont joué une meilleure partie. Puis le monde pense que c'est différent en combat, que c'est tout le temps l'homme le plus fort qui gagne. Être l'homme le plus fort, c'est une illusion. Puis ça, je m'en suis rendu compte en grandissant. Même si tu es l'homme le plus fort de la planète, tu peux te faire battre. Il n'y a personne qui est invincible. Parce que le soir du combat, c'est là que ça compte. Être champion, une qualité d'un champion, c'est qu'il est capable de performer quand ça compte. Quand les lumières sont allumées, là, puis c'est le temps de performer, ils sont capables d'y aller à fond et de bien performer. Il y en a beaucoup que ils sont bons en pratique. Puis quand c'est le temps d'y aller pour vrai, ben la nervosité, le stress, ils se concentrent pas sur les bonnes affaires. Puis ça leur nuit. Donc, la qualité d'un champion, c'est d'être capable de performer quand ça compte. Mais ça doit être dur à gérer au début, ça, par exemple. C'est très dur. C'est un apprentissage. Tu apprends ça beaucoup avec l'expérience. Tu as des trucs aussi au niveau psychologique. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer... J'ai eu un psychologue sportif qui a travaillé avec moi qui était exceptionnel. Quand j'ai perdu contre Matsera, ça a été un coup très, très dur pour moi sur ma confiance. Parce que quand tu perds par KO, tu te remets en question. Là, tout le monde disait, tu sais, la critique, tu veux pas des fois, tu essaies de pas l'écouter, mais elle est là pareil. Georges Saint-Pierre, c'était juste un feu de paille. Tu sais, il n'est pas aussi bon qu'on pensait qu'il était. Il n'y a pas de mâchoire. Puis là, tu te parles dans ta tête, tu te dis peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est vrai. Donc, moi, après mon combat contre Matsera, je pensais juste à ma défaite. Même j'avais d'autres combats. Après, j'ai pas eu un match revanche directement après contre Matsera. J'ai eu d'autres combats contre d'autres aspirants qui étaient pour le titre. Mais même si j'avais un combat dans un mois, ben, je pensais quand même à Matsera. Je me concentrais pas sur la bonne chose. Ouais. Au lieu de me concentrer sur la tâche qui est next, qui est la prochaine chose à faire, ben, je pensais encore à ma défaite. Puis je pensais comment que j'étais pour faire pour revenir. Donc, le psychologue, qu'est-ce qu'il m'a appris à faire? Il m'a appris à me concentrer sur le moment présent. Apprendre à remonter les escaliers tranquillement. Puis il m'a fait prendre une brique, puis il m'a dit, je veux que tu traînes cette brique-là dans ton sac. Puis j'ai écrit avec une craie le nom de famille Serra sur la brique. Puis je l'amenais dans mon sac d'entraînement, partout où j'allais. Parce que j'avais une brique que je portais sur moi que je n'étais pas capable de me défaire. Puis je l'avais sur le cœur, puis je pensais juste à ça, puis elle était dans ma tête, puis j'avais peur, puis je pensais juste à reprendre ma revanche contre lui. Fait que quand tu te concentres pas sur la bonne chose, ben quand tu es tellement concentré sur une chose, ben tu peux te faire avoir par quelque chose que tu ne vois pas venir. Puis c'est ça qui s'en allait se produire, puis lui, il le voyait. Donc, j'ai porté la brique pendant longtemps dans mon sac. Là, j'ai gagné plusieurs combats. Puis je gagnais les combats, mais je pensais quand même à Matsera. Jusqu'à temps qu'un jour, j'étais écœuré de porter la brique, puis j'ai pris la brique. J'étais allé jusqu'à le fleuve Saint-Laurent. Puis j'ai lancé la brique le plus fort que je pouvais dans le fleuve Saint-Laurent. Puis ça peut paraître con, mais ça m'a fait tellement du bien. C'était une expérience que j'oublierai jamais. Ça m'a tellement soulagé. C'est libérateur. Là, ça m'a libéré. J'ai comme... Ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a soulagé. Puis là, j'ai pu me concentrer sur mes combats à venir. Puis je suis allé prendre ma revanche contre Matsera. Puis j'avais la tête où ce qu'il fallait. Puis je l'ai battu. Mais... c'est des petits trucs comme ça. J'ai rencontré du monde exceptionnel dans ma vie. Puis souvent, j'étais nerveux avant les combats. Puis un de mes psychologues sportifs m'a fait... mon psychologue m'a fait un exercice. Il m'a fait marcher sur un 4x4, un bout de bois, un beam de bois, par terre. Il m'a dit, es-tu capable de marcher là-dessus? J'ai dit, bon, ouais, c'est facile. Puis là, il l'avait accroché en haut. Je me souviens en haut, à peu près à la hauteur de la pièce ici. Puis il a dit, vas-y, marche dessus encore. Je dis, ouais, ben là, c'est dur. Il dit, pourquoi c'est dur? C'est le même beam de bois. Pourquoi tu dis que t'es pas capable? Ben ouais, je pense que je serais capable, mais c'est un peu dur. Il dit, non, on va marcher dessus. Là, j'ai marché dessus. Tu sais, j'aurais pu me faire mal. J'ai marché dessus. Ben. Puis à la fin, j'ai réussi. Puis il m'a dit, tu veux, t'es capable de le faire? Il dit, c'est quoi la différence? Ben, je dis, ben, il est bien plus haut. Il dit, ouais, mais c'est le même beam de bois. Ah ouais. Il dit, c'est la même chose. Il dit, tu t'entraînes à chaque jour, tu fais des combats.
Il dit là, parce qu'il y a du monde qui te regarde, c'est différent. Il dit tes entraînements sont même beaucoup plus durs que ton combat en général. Je dis ouais, c'est vrai. Fait que quand tu mets ça en perspective, tu essaies de penser à ça, c'est vrai. Tu sais, je suis nerveux, je le sais que j'ai peur, mais c'est normal d'avoir peur. Puis je le sais, il faut que tu apprennes à apprivoiser cette peur-là. C'est ce qui m'a appris. C'est comme Kosomoto, le coach de Mike Tyson, il disait la peur, c'est comme le feu. Tu peux t'en servir pour faire cuire ta nourriture. Ça peut être ton allié. Mais aussi la peur, ça peut te brûler. C'est comme le feu, ça peut te brûler puis ça peut te faire mal, ça peut te détruire. Donc moi, j'ai appris à me servir de la peur du bon côté. La journée que je vais me battre puis que j'ai pas peur, mais je sais que c'est là que c'est dangereux. Contre Matsera, j'avais pas peur. Quand j'ai pris mon premier combat contre Matsera, j'avais pas peur. J'allais gagner le combat. C'est le seul combat que j'avais pas peur. Puis je l'ai perdu. Puis je l'ai perdu d'une façon humiliante. Donc maintenant, je sais que je performe le mieux avec la peur. Donc je l'ai accepté avec ça. J'ai fait la paix avec ça. Puis ça, après ton combat qui était ton avant-dernier à Vegas, la première fois que tu as pris ta retraite, t'as-tu pensé... tu sais, c'est sûr que tu as eu des offres de Bellator. T'as-tu passé proche, signé avec... Malheureusement, je suis malheureusement... Quand j'ai arrêté, quand j'ai pris ma pause, on a un contrat d'exclusivité avec le UFC. Fait que c'était quand même... Si je revenais à la compétition, il fallait que je reste avec le UFC. L'UFC, le UFC, de la façon que ça fonctionne, quand tu es un combattant... Ils ont une clause d'exclusivité pour combien de temps? Ça dépend. Tout le monde est différent, mais pour moi, personnellement, pour moi, de la façon que ça fonctionnait, c'est qu'il me prenait sur un contrat de, par exemple, 4 combats. OK. Donc, j'avais 3 ou 4 combats. Mettons, j'avais 4 combats dans mon contrat, je faisais 3 combats. Après mon 3e combat, il voulait me renégocier. Parce que si je finis mon 4e combat, là, je tombe à agent libre. Là, Bellator, Pride dans ce temps-là. Là, c'est la guerre aux enchères. Oui. Qui m'offre le plus? Fait qu'ils veulent pas que ça arrive. Fait qu'après ton avant-dernier combat, après que tu finisses ton avant-dernier combat, tout dépendamment si tu as eu du succès ou pas, t'es comme un stock. T'es comme ton prix monte ou baisse. C'est ça, t'es un stock. C'est soit t'es en montée ou soit t'es en pente descendante. Donc, selon tes performances, selon les ventes, selon qu'est-ce que tu produis, ben, ils jugent de cette façon-là. Fait que c'est à toi et à tes managers d'en venir avec une entente qui est bonne. Mais ça, moi, je suis chanceux. Une autre chose, je suis extrêmement chanceux. J'ai rencontré des gens exceptionnels qui m'ont aidé de ce côté-là, des bons agents qui sont mes amis personnels aussi, qui m'ont sauvé. Parce que moi, j'avais des problèmes avec des lawsuits puis tout ça. Je me suis souvent fait arnaquer. Okay. Puis eux, ils m'ont beaucoup aidé. Puis si j'ai la qualité de vie que j'ai en ce moment, mais c'est beaucoup à cause d'eux. Okay. Côté affaires, côté vie, ils m'ont vraiment aidé. Puis je leur dis un gros merci. Puis, mettons, fait que là, techniquement, tu es encore sous contrat avec le UFC. Si je reviendrais compétitionner, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me disaient « Ah, tu voulais battre contre Khabib, tu as juste à aller en Russie, puis il y a des oligarchs qui va le faire. » Oui, mais on n'a pas le droit de le faire. Okay. J'ai l'exclusivité avec le UFC encore. Pour je ne sais pas combien d'années, mais quand ça va être fini, je vais être trop vieux pour penser même à retourner à me battre. OK. Ah, mais c'est pas... Parce que ça, je me suis tout le temps demandé, tu sais, après ce combat-là, tu sais, Dana White, je trouve qu'il t'avait manqué de respect. Puis là... Dana White, j'ai même envoyé un texto récemment pour lui souhaiter une bonne année. Puis j'ai dit, Dana, on dira ce qu'on voudra. Même toi puis moi, on a eu des mésentendus, on a eu des querelles à cause du business. Tu as fait des choses que tu devais faire pour le meilleur de tes intérêts. Puis j'ai fait les choses que je devais faire pour le meilleur des miens, mais on se dira qu'est-ce qu'on voudra. Je suis très reconnaissant de ce que tu as fait, amener le sport à un niveau que c'était incroyable. À cause de lui, le sport est rendu super populaire. Dana White, c'est le meilleur promoteur au monde. Je m'en fous de Don King, de n'importe qui. Dana White, il est numéro 1 au monde. Il peut vendre de la glace à un Esquimau. Il est incroyable. Hey, tu l'écoutes parler, il te donne des frissons. C'est le meilleur. Puis si on n'avait pas eu Dana White, on n'aurait peut-être pas pu vivre de ça aujourd'hui. Donc, j'ai ma reconnaissance envers Dana White pour cette raison-là. Puis là, les nouveaux, tu sais, comme
Toi, ça a pris combien de combats avant que tu fasses du vrai cash? Tu sais, parce que les premiers combats... Oui. Mon premier combat, je me suis battu au UCC. J'ai fait quelque chose comme... c'était comme 1100 $, ou 1300 $, parce que mon adversaire avait pas fait la limite de poids, donc il m'avait donné 15% ou 20% de sa bourse. Okay. 1300 $. Premier combat professionnel, j'avais 19 ans, 1300 $. Donc, puis mon premier combat à l'UFC, qui était je pense que c'est 6e ou 7e combat de ma carrière, j'ai fait 3000 plus 3000. 3000 pour show up, puis 3000 avec la victoire. Okay. Ouais. Ça marche pas tout le temps comme ça, mais souvent c'est comme ça. Là, après ça, ça a augmenté. Mon premier combat de championnat du monde contre Matt Hughes, j'ai fait 9000 plus 9000, puis j'ai perdu ce combat-là. Je m'en ai fait avoir avec une clé de bras. Okay. Première fois que Matt Hughes m'a battu la première fois. Je l'ai battu après. Mais la première fois, mon premier combat de championnat du monde, imagine-toi, dans l'UFC, 9000 $. Fait que pour eux, ils étaient morts de rire, là. Ils m'avaient pour 9000 $, c'est une joke. Mais c'était comme ça, puis moi, dans ce temps-là, c'était l'ignorance qui faisait que ça fonctionnait, parce que moi, je ne savais pas, puis dans ce temps-là, j'étais peut-être pas aussi bien entouré que je l'étais. On ne savait pas, c'était l'ignorance. C'était la première fois, il n'y a pas de manuel d'instruction, tu sais. Personne ne l'a fait avant moi. On ne pouvait pas savoir combien, tu sais, comment que ça marchait, puis tout ça. Les choses ont changé. Matthew, ça, 9000 $. Après ça, je te dirais, la première fois que j'ai fait le million dans ma vie, c'est après mon combat, je sais pas si c'est John Fitch ou Thiago. Je pense que c'est John Fitch ou Thiago Alves. En tout cas, bref, j'ai passé le cap du million. Puis je me souviens, quand j'ai signé le contrat, j'ai déposé l'argent à la banque, j'ai appelé la femme à la caisse où ma famille a mis l'argent pour mon compte à moi, à mes parents. Puis là, j'ai dit à la responsable, j'ai dit, là, j'ai déposé un chèque là, dans mon compte de banque. Je veux que tu prennes l'argent, puis tu déposes ça. Je veux que tu claires toutes les dettes à mes parents. Toute la maison, les voitures, tout ça. Je veux plus que mes parents payent aucune dette pour le reste de leur vie. Ça m'a fait tellement du bien. Ça, c'est une de mes journées que j'ai été le plus heureux de ma vie. Puis je me souviens, après, ma mère m'a appelé, elle capotait mon père. Mon père était fâché. Il dit, c'est ton argent, on n'a pas besoin de toi. Puis là, il est super orgueilleux, genre, ça me fait plaisir. Tu sais? Puis il voulait que je l'enlève. J'ai dit, non, c'était vous autres. Je veux plus que mes parents payent aucune dette, c'est fini. Tu sais? Puis ça m'a fait énormément du bien. Parce qu'eux, ils ont pris soin de moi toute ma jeunesse. Ils m'ont changé les couches quand j'avais de la marde puis tout ça. Pour moi, c'est juste normal. Quand on est bébé, c'est eux qui prennent soin de nous. Puis quand eux, ils vont devenir vieux un jour, c'est notre tour de rendre l'appareil. Ouais. C'est comme ça, la vie. Ah ouais, ça, c'est hot. Moi, moi, ma mère, c'est le genre d'affaires que j'aurais aimé faire, mais ma mère est morte juste avant que j'aille de l'argent. Puis j'ai pas ton genre d'argent, là, mais tu sais, pour éclairer un de ses comptes. Un de ses comptes. Un ticket. Mais ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose qui c'est libérateur, tu sais, ça fait vraiment plaisir. Mais t'es fondamentalement une bonne personne. Ouais. Non, t'as Ben, je crois, écoute, ça c'est un peu du côté philosophique de penser. Moi, je crois pas aux bons et mauvaises personnes. Je crois pas qu'il y a aucune personne qui est née mauvaise. Ben, une belle personne d'abord. On peut dire ça. Je fais de mon mieux. Il y a personne, je déteste pas personne dans la vie, moi. Moi, j'ai aucune personne. Il y en a peut-être qui m'aiment pas, qui sont jaloux, je sais pas. Mais il y a personne que je peux dire que je déteste. Il y en a que c'est peut-être des gens que je veux éviter, tu sais, que j'aime pas être avec eux. Puis c'est correct, tu sais, j'aime pas ça passer du temps avec eux, je les évite. Mais il y a personne que je peux te dire, hey, qui que tu souhaites du malheur? Je souhaite pas de malheur à personne. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Puis je crois pas aux bonnes ou mauvaises personnes, de sens que je crois pas qu'il y a aucune personne qui est née mauvaise. Même si tu prends la pire personne au monde. Qui serait la pire personne au monde de tous les temps? Probablement Hitler ou n'importe qui. Hitler ou un dictateur quelconque.
Je crois pas que c'est un bébé qui est né mauvais en partant. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qui sont produites dans sa vie qui ont créé un monstre. Ouais. Donc, c'est comme ça que je pense. Il y en a qui, Ouais. tu sais, il y en a qui peuvent faire des arguments que non, il est mauvais de C'est nature. pour ça, à chaque fois, tu sais, que moi, quand le monde me disait si tu étais capable d'aller dans le passé, t'aurais-tu tué le bébé Hitler? Puis à chaque fois, je faisais ben non, t'es mieux de Chris, adopte-le puis aime-le, tu sais. Peut-être T'sais, qu'il y a beaucoup de gens des philosophes qui disent que dans le futur, on va regarder à ce qu'on a fait dans le passé, puis on va trouver ça stupide de mettre des gens en prison. Parce qu'on met des gens en prison, mais on ne sait pas qu'est-ce qui fait les causes qui fait devenir une personne un psychopathe ou un tueur en série ou un violeur ou un ci ou un ça. Tu sais, je pense qu'il y a une cause. Moi, c'est de la façon que je pense. Il y a cause et effet. Ouais. On comprend pas toujours la cause. Dans un monde mécanique, quand que ta voiture casse, on dit pas juste « Ah, ta voiture, elle a décidé de casser ». Mais il y a une cause. Tu roulais, puis t'as roulé dans un nid de poule, puis bang, le choc a fait en sorte qu'il y a quelque chose qui a cassé. Il y a une cause. Ouais. On comprend pas la cause, mais il y a toujours une cause. Pour des raisons que j'ignore, souvent les gens pensent que l'humain est différent. D'un côté mécanique, mais l'humain, on pense qu'on est différent parce que on dit, on a le choix. Mais moi le monde, j'ai des discussions philosophiques avec ma famille, les gens. Moi, je crois pas que j'ai le choix dans la vie. Je ne crois pas au choix. Je crois que déjà, en partant, quand je suis né, j'avais pas le choix d'être comme je suis. Il y a un côté génétique que je contrôle pas, donc j'avais pas le choix. Puis je crois que c'est des causes. Je crois que le déterminisme, c'est les causes qui font en sorte que je pose certaines actions. Il y a toujours une cause. On les comprend pas toujours la cause du pourquoi, mais je pense qu'il y a une cause. Puis ça, c'est un argument qu'on peut aller vraiment loin et profond quand on rentre dedans, mais c'est une théorie intéressante. Puis philosophiquement, j'ai jamais vu quelqu'un avec un bon argument pour contredire cet argument-là. Philosophiquement, il y a pas ça le déterminisme. C'est quelque chose d'intéressant. Le free will. Free will, est-ce que tu as vraiment le free will ou le free will, c'est une illusion? En fait, c'est une cause. Tout est déterminé par la causalité. C'est dur. C'est comme au pool. Quand tu joues au pool, tu sais que si tu frappes la balle de telle angle avec telle affaire, elle va arriver. Peut-être la vie, c'est la même chose. On ne sait pas. Fait que quand tu dis une mauvaise personne, souvent, moi, je crois pas qu'il y a personne qui est mauvais. Je crois qu'il y a une cause. Il y a quelque chose qui est arrivé qui a déclenché. Peut-être une ou plusieurs choses, en fait. Ouais. Mais ça, on le voit souvent, tu sais, comme mettons, souvent les pédophiles sont ceux qui sont fait abuser. Mm-hmm. Mais, fait que les meurtriers, peut-être qu'il y a quelque chose qui est arrivé dans... Mais puis peut-être qu'il y a plusieurs affaires, mais on dirait, on ne sait pas c'est quoi qui crée un meurtrier. Je crois que c'est notre ignorance. Notre ignorance, en fait... Parce qu'on ne sait pas c'est quoi, mais on veut se donner une réponse. Ah, c'est une mauvaise personne, c'est un trou de cul. Il y a quelque chose qui est arrivé. Moi, j'avais un de mes meilleurs amis quand j'étais jeune. Je peux pas dire son nom, mais paix à son âme, il est mort maintenant. C'était une personne avec qui je m'amusais beaucoup. C'était un sportif. Une personne que j'avais beaucoup de plaisir avec. Puis il y a eu un accident de voiture quand on était jeune, quand on avait environ 16 ans. On venait d'avoir le permis, puis il y a eu un accident de voiture. Il était dans le coma pendant quelques jours, puis quand il s'est réveillé, je me souviens, il est revenu à l'école et tout, il est revenu à son train de vie normal, il n'était plus la même personne. OK. Plus la même personne du tout. Je me souviens, il battait sa copine. C'était vraiment plus la même personne. Déréglé. Déréglé. Fait que là, c'est ça qui m'a fait penser dans la vie. Je dis, c'est-tu une mauvaise personne? C'est la même personne, mais on dirait qu'il n'arrive plus à s'exprimer de la même façon, tu sais. Donc, c'est la cause, tu comprends? Je comprends pas la cause. Qu'est-ce qui est fait pour Je sais qu'il y a eu un accident de voiture, mais je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. C'est son cerveau. Le cerveau, c'est le centre de contrôle. Tu as le côté endocrinien, des fois, que quand tu fais un impact, je pense que c'est la dopamine, c'est les hormones qui te font sentir bien. Je pense qu'il y avait peut-être plus ça. Je sais pas, je ne suis pas un expert dans la matière, mais il y a quelque chose qui était déréglé dans son cerveau. Puis il s'est suicidé, malheureusement. Ça, c'était vraiment...
vraiment, vraiment dommage, mais j'ai jamais compris. On n'a jamais... Il s'est suicidé une couple d'années après il y a eu un autre accident de voiture qui est mort, mais on pense que c'est un suicide. Okay. On pense que beaucoup de gens croient qu'il a volontairement rentré dans un camion, puis c'est un mystère. Mais je pense que mais tu sais, imagine si tu fais un accident puis tu le réalises que « Et Chris, je suis plus le même gars puis j'aime pas l'humain que je suis devenu. » Puis si tu sais pas comment revenir comme tu étais ou si... Tu sais, probablement qu'avec des pilules, il aurait trouvé une manière de balancer ça. Là, mais si tu le sais pas, tu sais, t'es mieux mourir que d'être le gars qui bat sa femme. Puis, c'est ça, Je ne sais pas ce qui est arrivé. Puis souvent, j'ai des discussions avec ma famille. Souvent, il y a du monde qui sont très religieux dans ma famille. Ils pensent « Ah, tu es une bonne personne, tu es une mauvaise personne. T'es ici. » Puis moi, je ne le suis pas du tout. Fait que j'ai des discussions philosophiques, puis je fais référence à ça. Puis je leur dis « lui, c'était une bonne personne? Il est devenu une mauvaise personne ou c'est parce que c'est pas de sa faute? C'est pas vraiment de sa faute, tu comprends? » Fait que c'est fascinant. La vie est vraiment fascinante, puis c'est un mystère, puis... On dirait que maintenant que j'ai plus le stress du combat, des fois, j'ai plus de temps à penser à ces choses-là, puis ça m'intrigue. Je suis curieux. Je suis très curieux dans ces affaires-là. Ça, t'as-tu déjà eu peur, vu que toi, en mangeant des coups sur la tête, de faire « Asti, je veux pas, mettons, manger un coup de poing qui va me changer. » Écoute, avant que je fasse mon retour contre Michael Bisping, je suis allé voir Dr. Cantu, qui est une sommité dans le monde même. Il est à Boston, au Massachusetts. Puis lui, c'est la sommité pour les commotions cérébrales, les troubles de démence, Parkinson, les troubles reliés au contact à la tête. Puis je suis allé faire des tests parce que je voulais être sûr que si je retourne combattre, j'ai pas des indices précurseurs comme quoi qui me disent que hey, tu devrais pas retourner te battre. Donc j'ai fait des tests. Puis le docteur, il m'a dit écoute, Georges, j'ai roulé tous les tests sur toi. En tant que docteur, je peux pas te dire que c'est bon d'aller te faire frapper sa tête, mais il n'y a rien en ce moment qui me permet de voir que tu risques d'avoir des CTI, mais des problèmes de démence, d'Alzheimer ou de Parkinson. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas les avoir. C'est que c'est l'ignorance. Notre technologie ne permet pas de les identifier en ce moment. Donc, ça... Je suis pas un combattant qui a fait des guerres beaucoup dans ma carrière. Puis même dans le gym, je suis quelqu'un qui s'entraîne vraiment relativement, je dirais, d'une façon intelligente. Je fais pas des guerres à l'entraînement. Puis il y a beaucoup d'athlètes qui laissent leur carrière dans le gym. Je les vois faire des sparring, là, c'est terrible. Puis ça me fait peur, mais ce qui me faisait le plus peur, c'était le stress. Parce on pense que le stress, c'est la cause de plusieurs maladies de nos jours. Puis c'est le stress de la compétition qui allait me chercher, qui me faisait le plus peur. OK. Puis souvent, je regarde, tu me parles des commotions à la tête. J'ai mon ami Adonis Stevenson, il a fait son retour, puis malheureusement, il est tombé dans le coma. Puis ça m'a fait réaliser aussi des choses, comme quoi que j'ai 38 ans maintenant, puis ça me tente pas que ça m'arrive. Des fois, t'es à un coup près de faire une erreur, boum, c'est trop tard, c'est fini. Ouais. Puis c'est malheureux, tu sais. Mais pour lui, je suis content. Maintenant, il va mieux. Il marche et tout. Chaque jour, il reprend des forces. Donc, je suis vraiment heureux pour lui. Mais ça ne me tente pas de passer par là non plus. Comme toi, après ton combat, Bisping, que tu as fait une commotion dans le combat. Tu en as fait combien dans ta vie, tu penses, ces commotions? En fait, des commotions... Je ne suis pas un docteur, mais je pense qu'une commotion, c'est pas nécessairement quand tu perds conscience. OK. J'ai jamais vraiment été knocké, perdre conscience comme ça. Même le combat que j'ai perdu contre Serra, j'ai tapé, j'étais étourdi, je savais que j'étais pour me faire battre, donc il n'y avait plus espoir que je gagne. Donc j'ai décidé au lieu de prendre du dommage inutile, j'ai dit c'est fini. Je suis capable de... J'ai beaucoup d'orgueil, mais je suis capable d'avouer quand je suis battu. Et c'est un sport. On dit, you go down, comme les Spartiates, ils disaient, tu reviens avec ton bouclier ou dessus. Comme ils amenaient les morts avec les boucliers. Bon, ça, c'est un sport. On fait ça, c'est un sport. On s'en va dans le combat avec la même mentalité, mais la réalité est que on fait pas ça pour mourir. On fait ça pour le sport. Et
voyons, c'est quoi déjà tu me disais? Tu me disais... T'as fait combien de commotions? Des commotions, je pense que je me souviens que j'ai eu des signes, des symptômes de commotion, je te dirais que je m'en souviens peut-être 4-5. OK. Ouais. Tu sais que j'ai eu des petites pertes de mémoire comme... après un sparring, je suis en train d'enlever mes hand wraps, puis je suis comme, merde, où est-ce qu'il faut que je m'en aille? Puis là, ça me prend à peu près une demi-heure à m'en souvenir. OK. Ça, c'est une commotion. Même si, durant l'entraînement, tu Tu t'en es pas rendu compte. compte, puis personne ne s'en est rendu compte, mais c'est un signe de commotion. OK. Je te dirais à peu près 5. Ou peut-être des... Ce qui est Ou que tu te fais frapper puis les jambes les qui jambes te shake. cassent, là. Ouais, ça, les jambes qui shake, ouais. ça arrive à tout le monde. Ouais. Puis les combattants qui disent « Ah, ça m'est jamais arrivé. » C'est pas vrai, trust me. C'est comme tu joues au hockey et tu veux pas te faire plaquer. C'est sûr que tu vas te faire enlever la rondelle, tu vas te faire plaquer. Si tu fais un sport de combat, à un moment donné, tu vas te faire taguer. C'est la loi de la nature, mon ami. C'est comme ça. Je te dirais à peu près 5. Je te dirais que je sais, mais je sais que j'en ai eu probablement plus. Mais ce qui est pas beaucoup pour un... J'en ai eu probablement beaucoup plus. Okay. C'est juste que je suis pas capable de les identifier ou peut-être que je n'ai pas eu de symptômes qui m'ont indiqué que j'avais eu une commotion. Tu peux avoir une commotion quand tu vas fouiller dans ta valise, tu prends quelque chose, tu te relèves la tête puis tu te cognes sur ta... Bang! Ça peut être une commotion. Tu as différents niveaux de commotion cérébrale. Tu sais, comme ça, si tu as une affaire en vieillissant là, qui te stresse de faire, mettons, quand tu vas pogner 50-60, de réaliser... Ah, boy, OK, j'ai fait 2 combats de trop. Ben, je pense pas que j'ai fait des combats de trop. Ça me stresse pas beaucoup parce que la raison pour laquelle ça me stresse pas beaucoup, c'est que j'ai vu des cas, j'ai été témoin de cas 100 fois plus pires que moi. Ah, ouais. Mais c'est sûr que si tu me compares à un humain normal qui travaille dans un bureau, peut-être que c'est différent. Mais j'ai été élevé dans les arts martiaux, dans les sports de combat, dans le monde du sport. Donc, j'ai vu des joueurs de football, même de soccer, les touches avec la tête. Ah, ouais. Souvent, c'est pas la force de l'impact, c'est comment d'impact que tu as sur la tête. Puis, aussi, une autre chose que Dr. Cantu, puis je pense que c'est super important aux auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent aussi en ce moment. Il y a des caméras qui nous regardent aussi, qui nous écoutent. Dr. Cantu m'a dit une chose, puis ça, c'est très important pour le monde qui écoute. Il me dit que avant la puberté, il n'y a aucun jeune qui devrait faire une activité ou un sport qui a du contact sur la tête. Même le soccer, tu ne devrais pas faire de touche avec la tête. C'est pas bon de se faire frapper la tête, même quand tu es un adulte. C'est jamais bon. Mais quand tu es à l'âge... dans l'enfance ou même avant la puberté, ton cerveau, il n'a pas grandi, il n'a pas pris la pleine expansion dans la boîte crânienne. Puis quand tu as un impact, ça brasse dans le cerveau. C'est beaucoup plus pire. Le dommage est exponentiellement pire. Okay. C'est beaucoup plus pire. Donc, ils ont fait des études, ils ont trouvé une relation entre les gens qui souffrent de Parkinson, de démence, d'Alzheimer reliés au sport de contact à l'âge qu'ils ont commencé à faire un sport de contact. Et souvent, c'est que c'est les sujets qui souffrent de ces maladies-là, de ces problèmes-là, c'est qu'ils ont commencé très jeunes. Ils ont commencé même très tôt. Okay. Moi, j'ai été chanceux. J'ai commencé à faire du karaté, mais le karaté que je faisais, c'est du Kyokushinkai. Donc, les coups de poing sont au corps et c'est contrôlé à la tête. OK. Donc, j'ai pas eu de coups. Fait que t'as jamais eu de coups. Mais j'en ai peut-être eu, mais j'en ai pas eu comme un boxeur ou comme un joueur de soccer ou joueur de football. Donc, si vous avez des jeunes qui font, par exemple, qui jouent au football ou au soccer, au football, avant la puberté, avant l'adolescence, ça devrait être du tag football, du touch football. Karaté, boxe, des contacts à la tête, ça devrait être très contrôlé. C'est très, très dangereux. Maintenant, on sait avec les tests, les études, nos connaissances, maintenant, on peut identifier le problème. On sait que la cause majeure de ces problèmes-là est due au fait que tu commences à faire les contacts très jeunes. C'est pas bon de se faire frapper sur la tête. C'est jamais bon d'avoir un contact à la tête, mais c'est encore pire quand on est jeune. Pas en développement, oui, c'est ça. Très, très, très important. Quand tu es en développement, laissez pas vos jeunes faire un sport de contact. Se faire frapper sur la tête. Très, très dangereux. Mais les parents qui prennent les jeunes et qui les brassent comme ça, là, la tête qui fait ça, faites pas ça à votre jeune. Très, très important. Ouais. J'aime ça.
J'ai l'impression qu'on... Tu sais, tu as été motivant, puis là, ça finit avec éducatif. Merci, Georges. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ça a été un honneur de te recevoir, de te rencontrer. C'est gentil. Puis, un honneur pour moi. Je suis un grand fan. J'adore ce que tu fais. C'est super cool. Ben merci. T'es super fin. Merci tout le monde. Merci, Pierre. Merci, Georges, vraiment. Là. On se revoit bientôt. Yes, sir. Salut. Yes, sir. Merci.